Ils sont partis dans les couloirs du Eh temps. ben, salut à tous. Alors, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour une émission un petit peu spéciale. Messaya, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, je reviens de longs week-ends de tournois de jeux de cartes. Je suis rentré il y a à peine une heure. T'étais à l'étranger maintenant. Ouais, j'étais en Allemagne. Ouais. T'étais sur le sol allemand. Moi, j'ai eu un gros week-end de travail, donc avec la période du marché de Noël, c'est un peu compliqué. J'en ai discuté avec quelques personnes de Discord. On est en nocturne. On est en nocturne, mais on tenait parce que si on n'avait pas eu les 500 abonnés, je pense qu'on n'aurait pas fait cette émission aujourd'hui. Ouais, on aurait probablement skippé le. Ouais, il y aurait eu voilà. Mais comme on a atteint les 500 abonnés, qu'on avait vraiment envie de vous remercier, et on s'est dit allez hop, vas-y, on se prend sur nous et on le fait. Yes. Donc je dis une émission un petit peu spéciale parce que c'est l'émission sur le Warrior. C'est Ultimate Warrior. Pourquoi je dis spécial? Parce qu'on va essayer de faire une émission un petit peu différente du DVD qu'avait sorti la WWE. Tu te rappelles, où c'est vraiment un DVD à charge. Bah en fait, c'est juste ils le font passer pour un fou, mais sans vraiment en plus expliquer pourquoi. Moi, ce que j'ai envie, c'est que il était fou, ça. C'est une notoriété publique, on est d'accord de toute façon. Ah bah vous verrez quand on parlera des anecdotes négatives. Voilà, mais j'ai envie qu'on essaie un petit peu de contextualiser un petit peu toute la carrière du Warrior, parce que même s'il y a énormément de mauvais, il y a quand même un peu de bon. Bah quand on parlera de la carrière WWF, il y a du bon. Il y a du bon, ouais. On pourrait presque dire un poil sous-côté niveau in-ring, le Warrior, par rapport à ce que les gens disent. Non. Non, tu étais d'accord? Non, c'est grâce à ses adversaires. C'est grâce à ses adversaires. Très intéressant. Avant qu'on commence, les amis, donc comme on l'a dit tout à l'heure, et on vous remercie énormément pour la barre des 500 abonnés, qui est une barre très importante pour nous. Ouais, merci les gars. Hein. Pourquoi c'est important pour nous? Tout simplement, et je vais vous le demander si c'est possible pour vous, vous pouvez booster la vidéo dans les vues. Ouais. Alors ça va être, on va le rajouter dans ce qu'on vous dit d'habitude, de l'abonnement, du commentaire et de la cloche. Là, le boost, en fait, pour une petite chaîne comme nous, il faut se dire que si la moitié des gens qui regardent notre vidéo complète les 2 premiers jours boostent la vidéo, c'est gratuit. Alors ça vous coûte absolument rien. C'est juste à côté de l'onglet commentaires. Sur smartphone. Sur smartphone. Parce que si vous regardez la vidéo sur PC, vous n'avez pas le boost, c'est vraiment sur smartphone. Donc je mettrai en photo je ferai un post. Parce que j'aurai pas le temps de faire de montage parce que là la vidéo elle va vraiment être en montée diffusée celle-là. Ouais. J'aurai pas le temps de monter, j'aurai vraiment vite fait. Mais du coup parce que si tout le monde booste, en fait vous pouvez envoyer notre chaîne à la vidéo la plus boostée parce que quand je vois qu'avec Shane le moment où on a pu commencer à être boosté, c'est au moment où justement la vidéo baisse un peu en termes de vues. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Je me dis que là, en fait, si vous jouez le jeu et que vous êtes d'accord de la booster, ça vous coûte rien, c'est totalement gratuit et on peut envoyer la chaîne assez haut, quoi. Et on va faire un clin d'œil à notre l'un de nos modérateurs qu'on adore et qui nous a rejoint dans mon dernier live, donc c'était cool. Faites des Netty Boost. Ouais, voilà. Bon. On va appeler ça comme ça maintenant. On va appeler ça comme ça. Donc voilà, c'est notre collègue Netty Boost, qui est son pseudo. Du coup, ce sera des Netty Boost. Je sais que j'ai regardé une chaîne sur YouTube qui parlait de Harry Potter. Ouais. Et elle appelait les likes, les expectro, pas trop like. Ouais, oui, c'est un peu ça. Et nous, on va faire pareil avec les Netty Boost. Donc, bombardez vos Netty Boost, les amis. Franchement, sur la vidéo de Shane, j'ai vu la différence. Et je me dis que sur la vidéo là du Warrior, vu que je pense que la majorité de gens qui vont nous écouter, ça va être au début. Franchement, vous pouvez envoyer la chaîne, à la vidéo, et vous pouvez la faire numéro 1 des boosts. Et encore une fois, désolé, on fait une longue intro un peu pour casser la tête. Je comprends. Je fais partie de cette génération-là. On est les gens entre 30 et 40 ans. Ou un peu plus, et en fait nous on a bien consommé du produit, mais on n'est pas au fait de toutes les applications, on met pas des likes à chaque vidéo, on met pas forcément des commentaires à chaque vidéo qu'on apprécie. Nous on est vraiment une petite chaîne, ça peut grave nous aider avec l'algorithme YouTube, et ça ne coûte rien, c'est juste un petit clic, gratuit. Vous swipez sur le truc, vous appuyez dessus, franchement faites-le, ce serait vraiment un grand plaisir, ça nous aide à mort, et par conséquent, ça vous aide aussi à ce qu'on continue de vous faire plaisir. Oui, parce que là, on a des gros projets qui arrivent. Alors, ça va être un petit peu plus calme pour cette fin du mois de décembre. On l'avait déjà expliqué. Bah oui, comme c'est Noël. Comme c'est Noël et dû à mon planning qui est un petit peu plus compliqué, pardon. Mais à partir de janvier, on a vraiment du lourd et on a notamment avec KCH, c'est en préparation toujours. Mais il faudrait que je les recontacte. Ouais. Voilà. Non, franchement, les amis, on compte sur vous et s'il vous plaît vraiment, parce qu'il faut se dire que vous avez quand même envoyé la vidéo de Shane, la 31e vidéo la plus boostée. Ouais, de YouTube. Donc ce qui est quand même énorme pour une chaîne de notre taille. Donc je pense que le Warrior, on peut vraiment compter sur vous et ça peut éventuellement attirer l'œil d'un YouTuber un peu plus gros que nous, ce qui est pas compliqué en soi, et nous faire un petit poil de publicité ou quelque chose, quoi. C'est ça. Et dernier truc que tu voulais parler aussi, c'est un live pour les 500 abonnés. Excuse-moi, oui, j'avais oublié. Le live pour les 500 abonnés est prévu. On va essayer. Alors il est dans les tonneaux.
C'est un live aussi où je vais faire un petit quiz, mais plus pour les abonnés. Ce sera pas le duel entre toi et Netty. Je pense pas que ce sera là. Ça se regardera pour un live un peu plus loin. Mais là, ouais, on va essayer de faire des trucs sympas. On va essayer de le faire avant la fin de l'année, si on y arrive, toi et moi. Oui. Si on n'y arrive pas, vous inquiétez pas, il est dans les tuyaux. C'est juste que là, de toute façon, on n'a pas le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Si on se retrouve à tourner en nocturne, c'est que c'est compliqué. Il faut réussir à se caler entre deux coins de porte. Ouais, exactement. Mais quand même, on essaye toujours, et je pense que c'est pour ça qu'on mérite nos Netty Boots, parce que mine de rien, il est 23h, on a eu 2 week-ends assez chargés l'un et l'autre, et on est quand même là à vouloir vous donner du plaisir. Donc, c'est parti, Messiah. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt pour qu'on commence cette magnifique histoire de The Ultimate Warrior? Alors, j'ai pris un petit peu sa jeunesse. Oui. Donc, The Ultimate Warrior, de son vrai nom, James Bryan Elwing. On y reviendra à propos du vrai nom. Hein. Oui. Est né le 16 juin 1959 à Crownsfordville, dans l'Indiana. Il a grandi dans une famille modeste et a connu une enfance plutôt discrète, loin du monde du catch. Ça nous change un petit peu, par exemple, quand on a fait Shane et Stéphanie. Il est complètement dehors. Loin du monde du... Adolescent, il était mince et introverti, mais il s'est passionné pour la musculation au lycée. C'est vrai qu'il était baraque après. Il est au-delà du baraque. Cette passion est devenue le moteur de sa transformation physique. Lui, c'était même plus, entre guillemets, C'était devenu une addiction. Ouais, de toute façon, je vais venir, j'ai pris pour une fois, j'ai quelques anecdotes de sa jeunesse. Elwing étudie ensuite l'université, intéressé par les sciences du corps, mais il finit par abandonner pour se consacrer entièrement au bodybuilding. Sans déconner. Dans les années 80, il commence sa carrière sportive en participant à plusieurs compétitions, C'est dans ce milieu qu'il se lie avec d'autres bodybuilders qui deviendront également catcheurs. Je pense que... Steve Borden, le bon Sting. Sa transition vers le catch se fait lorsqu'il est repéré pour son physique impressionnant. Avec un ami, il forme d'abord une équipe nommée les Freedom Fighters, puis devient Blade Runner Rock. Alors là, c'est quand il est avec Sting. Et même avant Blade Runner, j'aurais une petite anecdote avant ça. Bah vas-y. Eh ben, en fait, c'est avant qu'il fasse les Blade Runner avec Sting. Il était dans une équipe de plusieurs catcheurs qui venaient du monde du bodybuilding. Oui. Et il se faisait appeler Power Team USA. Ouais, le nom, il claque. Ouais. Mais ça a pas trop marché parce qu'en fait, les gens se rendaient compte que c'était pas des catcheurs. Ouais, c'était des bodybuilders et pas des catcheurs. Ce n'est que plus tard qu'il adopte le personnage flamboyant et intense qui fera de lui une icône mondiale. Parce que qu'on en soit, on va le dire tout de suite. Qu'on l'aime pas, ça a quand même été une star du catch mondial au début des années 90. Bah, dans les yeux de McMahon et dans les yeux de beaucoup de fans, c'était le successeur d'Hogan. Ouais. Point. Ouais, voilà. Tu peux pas, y a pas voilà, c'est tout. Alors moi, j'ai quelques petites anecdotes. Sa première salle de sport, c'est dans son garage. Ah bah. Il n'avait pas accès à une salle de musculation professionnelle, alors il aurait construit ses propres poids, c'est pas facile à dire, alors qu'il se trouvait, donc là où il les trouvait. Barre de métal, ciment, roue de voiture, son père l'aidait parfois à bricoler l'équipement. Ouais, je savais pas ça. Bodybuilding, pour lui, c'était vraiment, excusez-moi si je bégaye ou si je zote un peu, je suis très fatigué. Il avait une discipline extrême dès l'adolescence. Réveil très tôt pour s'entraîner, repas chronométrés, quasiment absence de sortie. Le gars, il était déjà focus. Ouais. C'était vraiment un truc. Bah, on y reviendra sur les grosses polémiques autour de lui, le fait que justement il est devenu entre guillemets coach. Oui. Mais j'y viendrai. On y reviendra. Il collectionnait les comics, Marvel et DC. Je sais pas si tu le savais. Son personnage préféré était Thor. En même temps, quand on voit ce qu'il est devenu dans son personnage, ça m'étonne pas. Ah bah, c'était son rêve, c'était d'être un personnage de comics. Oui. C'est ce qu'il est devenu. Bah, on peut déjà faire la conclusion pour ça. Ça, je suis totalement voilà. Et une dernière petite chose, j'ai 2 dernières petites choses, dont un très intéressant. Vers 17-18 ans, il participe à une petite compétition locale de bodybuilding pour tester son physique. Il n'était même pas inscrit à l'avance, il a tout explosé. Oh. Bah voilà. Et c'est ce qui le convainc de faire ça à plein temps. Ok, ouais, c'est ce qui le lance dans le bon professionnel de Et la toute dernière chose, avant le catch, il étudiait les sens du corps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il s'intéressait beaucoup à l'anatomie et à la biomécanique. Et il y a des rumeurs, ses proches expliquent qu'il envisageait réellement de faire de la chiropractie. Mais sa passion pour le bodybuilding... Chiropractie. J'ai dit chiro. Oui. Oh, je suis fatigué. Chiropractie, mais sa passion pour le bodybuilding a pris le dessus. En même temps, quand t'as le corps qu'il a... Bah, si tu veux, on peut faire les mensurations, qui disent... Tu les as? Ouais, qui disent... Alors, vas-y. Alors, je sais, encore une fois, on sait pas si c'est gonflé ou pas. Je pense que c'est les vrais, parce que si c'était ceux qui disaient WWF, ils le mettaient plus grand. Parce qu'en fait, il est pas si grand que ça. Par exemple, face à Hogan, par exemple, il est assez petit, hein. Ouais, mais parce qu'il fait 1m88. Ouais. Ce qui est presque, entre guillemets, petit pour l'époque. Petit, le truc,
Petit, je mets des Le guillemets. truc, c'est que j'ai envie de te dire, il fait 1m80, tu vois. Oui. Il fait 80 de large, 1m80 de large aussi, tu vois. Oui, c'est Voilà, un cube. le mec. ouais, c'est un cube. Et du coup, ça en atteint 125 kilos. C'est un véritable poids lourd, C'est un quoi. Golgoth. Hein. Ouais, c'est vraiment un Golgoth. C'est vraiment un Golgoth et c'est impressionnant. Mais moi, ce qui m'intéressait dans sa carrière, c'est que justement, comme on l'a toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a toujours vilipendé pour plein de choses. Moi, ce qu'a fait la WWE à propos de lui avec le Ultimate Award, là, le Warrior Award, je trouve que c'est dégueulasse. Ça, on en parlera en fin de vidéo. Mais par contre, je suis content qu'on explique un petit peu toute sa carrière. Ouais, Mais ça y est, maintenant, je vais te passer la patate chaude. Oui. Donc, du coup, comme on a dit, hein, c'est dans les années 85. Donc, on est en à peine la deuxième année de l'explosion de la Hoganira. Ouais, en 84, c'est ça, Alors, Hoganira. c'est 84 quand il est champion et qu'il y a WrestleMania. Hein. Et en fait, lui, il commence plus ou moins dans ces eaux-là, en fait. Le catch. Hein. Le catch. Et donc, comme je vous avais parlé de Power Team USA, c'était vraiment un groupe de culturistes, en fait. Et ça n'avait pas marché parce que les promoteurs, ils les jugeaient pas du tout crédibles dans le ring. Tu sais où il catchait ou pas? C'était où? C'était en Californie. D'accord, dans des fédérations... dans des territoires en Californie. Style la Championship en Florida, par exemple, ou des choses comme ça? Ouais, des trucs comme ça, quoi. Bah, Florida, il ira après la CWF. Ah, il ira quand même? Non, CWA, pardon. Ouais, c'était l'une des plus... Là, on est d'accord. Là, c'est une grosse. Petit point, voilà, entre parenthèses, c'est l'une peut-être des plus grosses fédérations. Voilà, et vraiment, et finalement, ils se sont séparés parce que leur mentalité était vraiment différente, mais ils étaient vraiment amis avec Sting, pour le coup, avec Steve Orton. Et j'aime bien, tu l'as dit assez vite, mais quand ils étaient en Blade Runner, ils pètent quand même. Ah, Power Team USA. Non, ah oui, moi je trouve que les Blade Runner, ça pète encore plus. Parce que Blade Runner, il y a le film. Ah, c'est quoi, c'est le guerrier de la route, non? Ou quelque chose comme ça? Ouais, bah, les épées de la route, c'est The Road Warrior, mais là, c'est plus l'épée de la route, en fait. Ça tranche la route. Ouais. Parce que Blade Runner, il y a le film Blade Runner, le film Blade très Runner, connu. Je sais que Jay White, aujourd'hui, un catcheur que j'adore à la WWE, anciennement New Japan, son finish s'appelle le Blade Runner. De toute façon, Blade Runner, c'est mainstream, hein, pour la génération des gens des années 80. Ça marque, c'est un nom qui, 70, c'est 80, un nom qui tape. c'est un nom qui te parle. Ouais, je trouve c'est exceptionnel. Et tu as donné son nom. C'était Blade Runner Rock. Ouais. Donc, il était Rock avant The Rock. Ouais, c'est vrai. Et je sais plus le nom de Sting, mais je crois qu'il était déjà Sting. Ah, ok. Voilà, il y a eu un autre nom avant, mais je crois que c'était Blade Runner Sting. Ça devait être Sting et Rock ou un truc comme ça. Ouais, c'est Blade Runner Rock et Blade Runner Sting. C'est classe, quand même. Ouais, je trouve ça plaît. C'est classe, quand même. C'est classe. Voilà. Et en fait, donc du coup, ils forment les Blade Runner en 85, mais ça dure pas méga longtemps parce qu'en fait, lui, il va partir au Texas et en fait, il va faire vraiment une période de pratiquement 2 ans à la World Class Championship Wrestling. Donc, il va sur le territoire des Von Erich et en fait, il est repéré là-haut, il part là-haut en 86, donc pardon, pas 2 ans. Ça fait ça pendant 1 an. Ouais, 85, 86. 86, 87. D'accord, voilà. Ok. Et c'est là où il change de nom. Il va déjà prendre Warrior, mais il va s'appeler Dingo Warrior. Donc déjà, et il avait déjà la peinture. Ah oui, tout ça, la peinture, c'est un truc qui est arrivé assez tôt. Mais Et c'est le nom, ça vient du manager Gary Hart. Rien à voir avec la famille Hart. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Voilà. C'était un des managers, justement, du Texas. Déjà que moi, j'ai du mal avec les noms. Là, les mecs, ils ont tous le même nom. Ouais. Et en fait, c'est là où il commence vraiment à avoir le maquillage. Il remporte quand même un champion par équipe avec un des Van Erich, avec Lance. Attention, parce que les Von Erich, à la World Class, c'était très gros. En même temps, je pense que, de toute façon, on y reviendra quand on va en parler du début de WWF et de Vince McMahon. Même si le gars est pas bon, un mec qui a un physique comme ça, t'as envie de le promouvoir. Et surtout Vince. Bah, Vince encore plus. Vince, là, tu vas en parler un peu. Ouais, du Love Big Sweaty Man, bien sûr. Voilà, avec son goût pour les muscles. Mais je suis désolé, moi je suis promoteur. Moi aussi j'aime bien les muscles. Quand je suis promoteur, tu vois un mec comme ça, mais t'as envie de le mettre à l'écran. Hein. T'as envie de le mettre devant les gens. Hein. Moi, tu vois, j'étais plus les musclés, la merguez party. Non, je suis d'accord. Merguez party. Quand t'as un mec comme ça, quand tu le vois arriver, c'est pour ça que moi je trouve que cette émission elle a été intéressante parce qu'on va un peu parler aussi du pourquoi, positif. du comment. Ouais, qu'est-ce qui a fait que ce mec-là, quand Vince l'a vu, il s'est dit, oh putain. Oh putain, ben, on y viendra quand on arrive à la WWF. Hein. Parce que j'ai encore quelques petites anecdotes par rapport à la World Class et un truc que j'étais pas du tout au courant. Et avant qu'il continue, je tiens à vous dire que ça y est, je l'ai chopé pas le callback là avant qu'on enregistre l'émission et je lui ai dit saison 6, premier épisode des territoires pour Messiah. Ouais, j'ai peur les enfants. Vous inquiétez pas. Voilà. Enchaîne ton petite anecdote sur la World Class. Voilà, donc comme j'ai dit, donc il est devenu une fois champion par équipe avec un Von Erich, Lance.
Il va devenir champion poids lourd au Texas en battant Bob Bradley, un catcheur de l'époque. Donc quand même, on lui donne un titre poids lourd. Il est pas mid-carder, quoi. On lui donne quand même. Upper mid-card, parce que le titre poids lourd de la World Class, il est en dessous du titre World Class, en fait. Ok, puis de toute façon, ça devait être très compliqué si c'était pas Van Eric pour avoir le titre, là. Et là, le truc qui est incroyable. Il m'a même pas répondu. J'ai pas écouté. Ah bah c'est sympa. Ouais. Non, je disais, quand t'étais pas à Van Eric pour avoir le titre World Class, c'était peut-être compliqué, non? Il y en avait d'autres quand même, Gino Hernandez, tout ça, il y a quand même des énormes catcheurs là. Ouais, il y a un film sur les Van Eric, moi je l'ai pas vu, mais à ce qui paraît, il est pas Après, le truc, c'est qu'encore une fois, c'était le titre le plus important, c'était le titre NWA qui venait de la fédération. Oui, comme on avait expliqué, où les titres, en fait, la NWA permettait, on a le champion du monde, alors un coup il est là, un coup il est là, un coup il est là. Donc le titre, ils avaient plusieurs titres, mais le titre important, c'était celui qui venait avec la NWA, donc Ric Flair, quoi. Bah, Ric Flair. De toute façon, alors ça, tu vois, et je te laisse préparer tes notes, je vais juste dire ça. J'aimerais bien savoir, parce que ça, je ne sais pas, où tous ces vidéos vont, à la fin du network, toutes ces émissions, toutes ces vidéos, est-ce qu'elles vont être sur YouTube ou pas? Ou sur Netflix? On se chie dessus. Parce on que n'en a aucune idée. Moi, j'ai peur qu'on perde toute la bibliothèque. Parce que mine de rien, si j'étais plus trop chaud pour regarder du catch actuel, de temps en temps, me taper un petit show de la World Class ou un petit show WCW avant de m'endormir, tu vois. La WCW, on a de la chance qu'il y a la chaîne YouTube. Ouais, qui upload des trucs, voilà. Et sur Par contre, pour les dossiers ECW, World Class, Jim Crockett Promotion, comme il s'appelle, CML, non, il y a pas un truc comme ça? Non, CML, c'est la fédération. La fédération de Jim Cornette, j'ai plus le nom, la Smoky Mountain Wrestling. Ouais, oui. Voilà, et tous ces trucs-là, ils risquent de partir dans le cosmos, en fait. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, du coup, s'il y a des gens qui touchent un petit peu, ils peuvent m'envoyer un message si on peut réussir à récupérer des bandes, je prends. Là, mais, moi, je me dis, je sais pas, enfin, excusez-nous, on fait un tout petit point, mais ouais, ça, j'aimerais bien savoir parce que ils communiquent pas dessus. Donc, moi, j'espère qu'ils vont tout foutre sur Netflix. Mais est-ce que Netflix, ils vont avoir envie de mettre ça sur leur chaîne, sur leur truc? Aucune idée. C'est vrai que, non, mais c'est dommage, hein. C'est dommage. Parce que moi, la World Class, j'ai regardé pas mal. Le truc, c'est que créer une chaîne YouTube et commencer à mettre du contenu, ça prend du temps. La WCW, par exemple, pas encore tout sur la chaîne. Puis la WCW, t'es sûr de faire des vues. Oui, alors que s'ils font une chaîne YouTube World Class, je suis pas sûr, hein. Voilà, c'est pas sûr que ça fonctionne. Oui, à part les personnes comme toi, moi, je sais que j'aime bien de temps en temps, hein. Je dis pas que je fais ça tous les jours, hein. Mais moi, je te l'ai déjà dit, hein, si j'avais pas mes soucis de temps, je vais quand même devoir m'y coller un petit peu parce qu'on va enfin attaquer les territoires. Les années, on va dire les années 80, parce que tout ce qui est avant, c'est plus compliqué, mais les années 80, quand on en parlera, vous allez être surpris quand je vais vous donner des conseils de match où vous allez dire, ouais, les années 80, c'est un peu chiantos, on regarde des WWF, un peu il y a des trucs qui ont pas l'air terribles. Non, il y a des bangers. Hein. Vraiment, il y a des bangers. C'est juste qu'il faut se mettre, encore une fois, dans le contexte de l'époque. Et moi, j'adore la World Class, et après, je te laisse reprendre. Moi, j'adore World Class parce que la rivalité Van Eric et Freebird, on n'a pas idée de la popularité des Van Eric à l'époque-là, au Texas. Ouais. C'est un truc de fou. Mais je sais que la World Class t'aime vraiment beaucoup, même si on va en parler dans la mission sur le territoire, il y aura une partie World Class. Je pense quand même qu'on n'y échappera pas et je pense que ça te fera plaisir qu'on fera la famille Van Eric. Ah, je te remercie parce que voilà, on est obligé. Franchement, on est obligé. Désolé, on s'est éloigné et j'ai envie de dire oui et non parce que finalement on était c'était le bon moment d'en parler un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors vas-y. Et avant qu'il signe WWF, il y a un truc de fou. J'étais pas du tout au courant et en fait, je pense que ça n'a pas pu se faire. Mais du coup, il va pousser l'autre personne au taquet. Ultimate Warrior, il se fait contacter par Antonio Inoki. Au Japon? Pour signer à la New Japan. Putain. Et son but, c'était de le signer parce qu'avec son physique de fou, et il voulait lui mettre un rival aussi gaijin, donc il voulait faire une rivalité gaijin à l'époque. Ça devait être rare, ouais. Ça devait être rare. Et c'était Leon White, Big Van Vader. Wow. Donc en fait, il voulait vraiment faire Dingo Warrior contre Big Van Vader au Japon. C'était son but à Inoki. Ça s'est pas fait parce qu'en fait, Warrior a signé pour WWF. Mais par contre, Inoki, lui, il a bien signé Vader et il va en faire une méga star et un champion, un des gaijin bien titré au Japon. En fait, finalement, on peut penser que les carences in-ring de l'Ultimate Warrior, elles étaient compensées par l'aspect visuel, en fait. Ah bah tu m'étonnes. C'est ça, mais c'est exactement ça. Hein. Là, on va arriver à WWF. Comme on dit, il signe en 87. Hein. Et est-ce qu'il y avait eu des discussions un petit peu avant avec la WCW? Non, pas du tout. Non, parce que la WCW, on est en 87, là on est en plein wrestling.
Donc en fait, le mec-là ne les intéressait pas. Pour eux, c'est un clown. Voilà. Enfin, pour eux, paraphraser Ouais, c'est ça, c'est ça. FHR, par exemple. Sting, lui, il y a réussi parce que Sting s'est passionné et qui a vraiment voulu se donner dans le ring et que aussi il est beaucoup plus facile à travailler. Et puis parce que il a été mis au firmament par Ric Flair. Aussi. Il s'est repéré par des bons gars WCW. Le Warrior, il commençait déjà, on l'a pas dit, hein, mais durant ses premières années, il avait des problèmes déjà avec les promoteurs et d'autres. Il avait déjà le melon, lui, de toute façon. Ouais, il avait déjà un melon de fou. Ouais. Parce que je sais que même Sting, après sa rivalité avec Ric Flair, il a un peu, on en reviendra il a eu du mal à remonter après la rivalité avec Ric Flair. Ouais, bien sûr. Ric Flair l'avait levé, mais après, c'est difficile de rester en haut. On top, ouais. Et c'est vrai que, après, le Warrior n'aurait jamais pu faire les mêmes matchs face à Flair, non? Ouais, ça aurait fait des bons matchs parce qu'on va y venir, hein, dans ces 2-3 adversaires intéressants à WWF qui a donné des matchs qui sont improbables, hein. Oui, bah c'est pour ça que des fois je dis un poil surestimé et que tu m'as repris en disant c'est grave aux adversaires. Donc je pense que Ric Flair va donner des bons trucs à Warrior. De toute façon, Ric Flair il aurait pu donner un bon truc contre le balai. Bah tu sais, si tu veux faire du fantasy booking un truc de fou, je pense vraiment que Shawn Michaels il peut tirer un 4 étoiles de Ultimate Warrior. Oui. Franchement, je pense. Hein. Oui. Ah oui. Avec l'opposition de gabarit et tout, je pense que ça va être une dinguerie, bien sûr. Bret Hart aussi, par exemple. Bret Hart aussi, je pense. Ouais, parce que en fait, il faut des mecs qui soient capables de raconter un match entre guillemets presque tout seul, quoi. Ouais, en gros, c'est de catcher tout seul et d'emmener le storytelling pour que le Warrior, en fait, il ait juste pas grand chose à faire. On y viendra. Encore une fois. Ah, parce que tu vois, moi je disais. Bah, allez, il faudra les faire, les t-shirts, on y reviendra. Hein. On y reviendra, les t-shirts Netty Boost et les t-shirts salade tomate dans l'oignon. Voilà. C'est prévu, vous pouvez. Si vous êtes intéressé en commentaire, vous me le dites, je les prépare et je vous les vends. Après, c'est sûr que là, je pense qu'on peut revenir quand Vince l'a vu. Je pense que... Bah, c'est ça, Vince, je pense que quand il a été signé, quand il a dû le repérer ou quand on lui a parlé de lui, il a dû se dire, oh putain. Vraiment. Mais mettez-vous, comme nous, dans la tête de Vince McMahon. Le gars, son héros, c'est le tonton super-héros absolu de l'Amérique, l'argent de life, Hulk Hogan. Ouais. Le plus grand face qu'a catché comme un de sa carrière. Ouais, comme on dit. Mais de physique, il a la tête d'un tonton avec sa moustache, machin. Oui. Mais Ah, par c'est contre, bien, t'as pas parlé des cheveux. Mais par contre, il a le corps de Superman. Ouais, et après, Hogan, il avait un truc qui était exceptionnel, c'était sa façon de vendre. Mais personne, tous ceux qui ont essayé de l'imiter, ça n'a pas marché, hein. Le mec, je suis retombé sur une photo. Le Hulk Up. Ouais. Mais je suis tombé sur une photo de lui quand il est, face à The Rock. Tu sais qu'à la fin, il lui tend la main. Oui. Il se tient les côtes, il lui tend la main. Et t'as l'impression qu'il va mourir, quoi. Ouais. Hulk Hogan, pour ça, c'était fort. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout que déjà à l'époque, parce que beaucoup, justement, pensent au Hogan au moment du retour de WWE ou de son physique WCW. Tu sais, quand, post-procédé stéroïde, quand il a maigri, regardez le bien durant la Hogan era, il fait le double. Oui, il est monstrueux. Et le surtout, comme j'ai dit, lui, il fait 2 mètres. Donc vraiment, c'est pour ça le surnom Hulk Hogan, c'est Hulk, quoi. Il a un physique, il est monstrueux. Il a un physique, mais c'est un délire, hein, Hulk Hogan de l'époque. Et seulement Vince commence à le trouver un poil vieillissant. Bon, vieillissant, il a bien tiré les billes, hein. Ça fait 3-4 ans qu'il tire dessus. Il trouve sa vision du catch. Les gens en avaient marre à la WWE de Hulk Hogan ou pas? Je me Pas encore. la question. Non, pas du tout. À WWE, c'était toujours... Ah non, mais Hogan, jusqu'à son départ à WWE, 94. en fait, il commence à se faire siffler aux alentours des 93-94. Ah, et donc pendant presque 10 ans... 92, 93, 94. Pendant 8 ans, c'est la folie, quoi. Bah, bien sûr. Mais lui, il veut quand même... Et puis, il est un peu plus... Il est plus jeune que Hulk Hogan, le Warrior? Ouais, de pas beaucoup, mais... Ouais, parce que Warrior, il est né en 59, donc il... Là, ouais, ils ont plus ou moins le même âge, en fait, je crois. Ouais, c'est ça, parce que... Mais bon... Quand il arrive à la WWE, 60-25, ouais, il a 27-28 ans, quoi, le Warrior. Je pense que Hogan est un peu plus vieux. Voilà, donc dès qu'il voit arriver un jeune, vérifie l'âge. Je vérifie l'âge d'Hogan. Et du coup, il le voit arriver, et comme j'ai dit, on est à la WWF de l'époque, donc c'est des personnages ultra colorés. On a plein Hogan era, c'est du fluo partout. Oui, c'est vrai. En fait, c'est larger than life, c'est des cartoons à la télé. Ouais, ils ont 6 ans de décalage. Voilà. 6-7 ans de décalage. Voilà, c'est des cartoons à la télé. Les mecs ont des physiques démentiels, à peu près tous, hein, quand tu regardes. Des personnages très colorés. Ceux qui n'ont pas le physique démentiel, je pense à Macho Man qui est coloré de partout. Voilà, mais qui a quand même un physique de ouf. Oui, il a un physique démentiel. Celui qui a pas un physique de ouf, c'est Jake Roberts, par exemple. Ouais, mais alors lui, c'est compensé par le fait que... Par le personnage. Par le personnage, ouais. En fait, c'est ça. En fait, la WWF de l'époque, le catch n'est pas important. C'est les gimmicks. Tu sais, il suffit de dire que c'est quand il y a eu le premier match où les gens se sont dit putain, il y a du catch chez Vince, et on a parlé dans l'émission du Macho Man. Oui. Celui face à face à 3. Mais sinon les mecs du Sud n'avaient jamais peur de la qualité in ring chez McMahon. Exactement. Exactement, c'est bien dit, c'est ça. C'est des clowns avec toute proportion gardée. Ils font du cirque. C'est du cirque. Voilà. Parce que en fait, le plus important c'est les gimmicks et le personnage et ce que tu dégages. Après le in ring, c'est secondaire.
vraiment secondaire. Oui, clairement, ouais. Du coup, là, il voit le mec arriver. Une baraque comme jamais. Hein. Je pense que le Warrior, si vous regardez, ça doit être probablement le mec le plus musclé du catch. Pas loin. Il y a une chose que t'as oublié aussi. La musique. Ouais, mais ça, il n'y a pas encore quand il le voit arriver. Ah, parce que, d'accord. Non, ok. moi, je parle quand il le signe. Ah, tu parles de Vince. On quand a il le de voit arriver. Vince, ouais, voilà. On n'y est pas encore parce qu'après, c'est lui qui va lui mettre tout le packaging. Oui, oui, oui. Bah. Mais voilà. Donc, moi, je parle vraiment quand tu vois arriver le mec là, tu te dis, putain, mais il est plus, même le Warlord à côté, il fait fillette, quoi. Franchement, je pense que l'Ultimate Warrior, à son prime, parce qu'après, il va quand même maigrir un petit peu, hein. Mais à ce moment-là, au début, quand il arrive à la WWF, je pense que Batista, Mason, Ryan et Brock Lesnar, Triple H 2022. 2002, ils font fillette à côté de l'autre, Ouais. hein, parce que c'est n'importe quoi. Moi, je suis impressionné par son physique, surtout que c'est naturel. Tu crois? Non. Non. Stéroïde. Ah, je pense que c'est le plus piqué de tous. Hein. Non, le Warlord. Non, il est plus. Warrior, c'est plus. Ah ouais? Ah ouais, le Warrior, je pense que, désolé, mais c'est testicules, c'est des pois chiches, quoi. C'est pas possible, quoi. Et Mahal. Mahal, il est dans le game. Ah, Mahal, il a eu une bonne période, ouais. Mahal, les mecs. Mais là, vraiment, à mon avis. Pas pour se piquer, il avait pas besoin de chercher la veine. Ah la vache, mais Warrior non plus, hein. Pour mettre ses brassards au bras, il les enfilait pas, je pense, on lui attache. Hein. Parce que il faut lui mettre des riselants, hein, et encore, je suis sûr qu'il est capable de les péter en pliant le bras. Hein. Monstrueux, laisse tomber. Donc du coup, il le voit arriver, il se dit, putain, je peux mettre un cartoon dans la vie réelle. Oui, c'est un personnage de cartoon. C'est un personnage de cartoon. Comme il a dit tout à l'heure, Messiah, si vous avez suivi, il avait déjà la peinture. La peinture. Du coup, il se dit, la peinture, c'est banger, on va la refaire. On va vendre des masques. Voilà, ça permet de vendre des masques de sa peinture. Il a les cheveux vraiment années 80, il a un peu la coupe de Sarah Connor en fait. C'est vraiment le tout gonflé, machin. Ouais, le brushing ultra gonflé blond. Et du coup, il étoffe la gimmick et il lui dit, il faut que ton personnage, voilà, t'es le combattant ultime. T'es là, il faut que tu sois surexcité. C'est en plus des stéroïdes, il faut que tu prennes de la coke avant que tu arrives dans le ring. On va t'appeler l'Ultimate Warrior. Oh voilà, on va t'appeler l'Ultimate Warrior. Parce qu'il lui change de nom justement. Parce qu'il s'appelait Dingo Warrior. Oui, c'est là que. Voilà, du coup, il l'appelle Ultimate Warrior. Et il se dit, le but quand tu fais ton entrée, quand tu dis la musique ultra énergétique, voilà, le mec trace. C'est le seul mec qui court quand il va dans le ring. Là, son entrée, elle dure, alors Roman Reigns, son entrée, elle dure 7h22. Lui, ça dure 0,25 secondes. Et il arrive dans le ring, il est cramé. Oui. Parce que ça aussi, je suis sûr. Le mec, il arrive comme un demeuré, il court pas. Non, en vrai, non. À l'époque, non, parce que quand tu regardes, même dans le ring, il faisait que de courir. Il s'excitait. En fait, c'est un peu, on fait un petit parallèle un peu rigolo. C'est un peu le Braun Strowman de l'époque, hein. Il a fait le chouchou un peu. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un peu le même délire. Hein. C'est vrai que c'est le même délire. Ouais. Et est-ce qu'il avait et les promos, c'était déjà là? Est-ce que c'est... Oui, c'est là. Mais je voulais finir sur l'entrée, parce que le truc mythique, il y a d'autres qui l'ont repris, genre Batista. C'était justement de courir, de rentrer, et ensuite de choper la troisième corde et de la secouer. Batista, oui. Batista, oui. Voilà. Oui. Donc tu vois, c'est l'Ultimate Warrior qui commence à faire ça. Donc c'est un truc vraiment original. En fait, sa gimmick, elle est ultra originale par rapport aux autres Golgoth. Lui, il est vraiment, c'est surexcité. On revient sur les promos, oui, c'est... Les promos, c'est Vince ou parce qu'avant... Je sais pas, moi, franchement... Parce que... Bah non, avant, comme on sait qu'il y avait de la créativité et que les catcheurs étaient vraiment un peu eux-mêmes, tu vois, que s'appelle les promos de Hogan, c'est Hogan, hein. Ouais. Je pense que l'Ultimate Warrior, c'est, tu sais faire des promos. Enfin bon, quand t'arrives à sortir dans une nuit sans lune, quand les étoiles seront à vue, voilà. Et ben, le Warrior aura une demi-molle, faut quand même te la sortir, celle-là. Non, mais le mec, en même temps, avec tout ce qu'il prenait, je pense que des fois, c'est le monde, le machin, peut-être Beckman l'aiguille en disant, il faut que tu sois un guerrier un peu mystique, que tu parles un peu de trucs, mais comme t'as dit, comme le gars, il est hyper motivé sur le corps, la muscu, le machin comme ça, je pense que il a dû s'inspirer un peu des bouquins qu'il a lus, et en fait, il mélange tout, quoi. Ah oui, bah voilà, il fait la purée, il retire tout, là, fout du beurre, et parce que, le gars, il hurlait, hein. Ah oui, ouais. Important aussi, il hurlait. Bah, déjà, pratiquement tous, ils hurlaient. Oui, mais sauf lui, un. Voilà, sauf Jake Roberts. Mais sinon, lui, il était... Tu fais pas l'Ultimate Warrior. Je le fais bien. Hein. Alors, désolé les amis, si vous avez l'impression que c'est un peu décousu, mais comme on a dit, il est très tard. Et on veut vraiment qu'on prenne malgré tout, on y verra sur le négatif, mais on veut quand même faire le positif et bien expliquer. Non, mais je suis content parce que on est vraiment carré, tu vois, sur tout ça. C'est toi le carré. Non, moi je pensais, j'ai le même physique que l'Ultimate Warrior, mais après son décès. Si tu veux, je finis juste le début de carrière. Vas-y. Et quand on va commencer à son premier gros match, on fera une pause et j'en parlerai. Bon, on sera à 52 minutes au point.
Ah bon? Non, pas à ce point-là, t'inquiète. Là, on est déjà à 4 heures. Non. Donc du coup, il va le faire affronter pas mal de jobbers, forcément. Beaucoup de matchs non télévisés et des fois juste dans les superstars, les émissions de l'époque à dégommer du jobber. Hein, il rentrait, l'entrée, comme j'ai dit, il courait, il venait dans le ring, on sonnait la cloche. Close line, military press, je laisse tomber, cours dans les corps 3 fois, big splash, terminé, bonsoir. C'est presque un Goldberg avant l'heure, en fait. C'est le même principe, ouais. Et c'était quoi sa prise de finition, Warrior? C'était le close line? C'est le big, en fait, non, la prise de finition, c'est le military press, et ensuite il se projette dans les cordes, des big splash. D'accord. En fait, en gros, si tu veux, quand il le soulève. Ouais, en fait, il en pompe, en développé couché, en développé militaire. Ouais. Voilà. En fait, il prend le bonhomme en développé militaire, il le secoue 2-3 fois, il le laisse tomber. Ouais. Et ensuite, il court plusieurs fois dans les cordes, il lui fait un big splash sur le dos, il le retourne 1, 2, 3. D'accord. Est-ce que c'est quand tu dis qu'il affrontait des jobbers ou quand il affrontait c'est à cette époque-là où il affrontait André ou ça? Non, c'est un peu après. Ok. André, c'est ce qui va le propulser vers le main event, je te dirais. D'accord. T'inquiète. Et donc du coup, il va avoir sa première, après avoir été jobber, sa première grosse rivalité en 88, début 88, c'est face à Harley Race, qui avait fait un petit passage WWF parce que c'est un gros nom de la WCW. Ouais, le King Harley Race. Ouais, le King Harley Race, le gros nom de la NWA, qui va être le gros manager de Vader en plus et tout ça, donc un gros nom du catch. Donc ils vont le mettre face à Harley Race pour un peu le booster, hein, d'affronter en plus un. Harley Race qui était un petit peu sur la fin quand même à cette époque-là. Ouais, il était déjà un peu sur la fin. Et du coup, il y aura un gros match de chaîne à WrestleMania 4 quand même. Donc c'est pas n'importe quand même. Il va aussi être un peu un match de chaîne. De chaîne. Un chaîne de chaîne des chaînes quoi. Comme Andromède. Voilà, okay. voilà, c'est ça. Et comment ils se flagellent à coup de chaîne? Je sais plus si c'est la WWF parce que je crois, je vous le dis, j'ai pas vu ce match. Hein. Ouais, bah, donc c'est pas comme un Doc Collar, ils sont pas attachés. Ils sont pas attachés, ouais. Ils sont pas touchés au cou et c'est là ils se servent de la chaîne. Tu vois. Voilà, et il y aura, il aura en même temps une micro-rivalité parce que le gars va défendre Harley Race face à Hercule. Un projet aussi de l'époque. Hercule qui était un peu un monstre physique comme le Warlord, non, c'est ça? Ah ouais, exactement, qui était nul à chier, c'est juste parce que il fait un film avec Hogan, je crois, en plus. Ah, c'était lui? Ouais, le fameux film horrible avec Hogan, j'ai plus le nom du film. Et en fait, ils l'ont promu durant toute cette période-là, quoi. Ok. Voilà, il faudrait regarder le nom, Non, mais là, je vais pas regarder le nom, ça vaut pas le coup. Voilà, ça vaut pas le coup. Non, c'est un désastre, ce film. Et du coup, il va devenir, on va dire un peu rival. Il va aussi rentrer face au gros heel de l'époque. Et du coup, après c'est vrai que je t'ai pas demandé ça. Face? Ah oui, Face. Ok. En même temps, encore une fois. Personnage de cartoon, il pouvait pas être heel. Dans tout le packaging, c'est un Face. Ouais, il est c'est un héros, c'est un super héros. Donc tu le mets pas heel. Et en fait, il va se mettre face au plus gros heel de l'époque, Bobby the Brain in Nine. Donc qui est le gros manager de tous les heels de l'époque. En fait, c'est pour ça que j'aime bien. Il y a beaucoup ils disent ouais, il y avait des gros heels à l'époque, mais le plus gros c'est leur manager. Oui, c'est Bobby. C'est Bobby. Ouais. Et ça donne lieu à pas mal de matchs, tous remportés par le Warrior. En fait, le Bobby lui envoie pas mal de ses gars d'en dessous et ils sont tous massacrés. C'est un peu comme ce qu'a fait Whippleman avec le Taker. Exactement. Pour donner un parallèle. Je vais t'envoyer lui, je vais t'envoyer lui. C'est le même principe. Et le but, c'est qu'en fait, il les démonte tous pour montrer que sauf que là, on lui envoie un peu des mecs qui sont moins impressionnants physiquement et pas des Golgoth et machin, juste ils dégomment. Oui, parce que Whippleman, c'était tous les monstres. Whippleman, il chopait tous les gros stiffs et tous les monstres pour le Taker. Ouais. Alors que lui, là, c'est vraiment, tu lui envoies des catcheurs à bouffer. Ouais, c'était pour montrer, On arrive au dernier truc et on fera notre pause après. On arrive au SummerSlam, donc du coup, j'avais dit quelle année? 88. Il bat et il casse le règne du Honky Tonk Man. Alors, ce que je te propose, c'est que juste avant qu'on fasse la pause, il faut quand même bien se mettre dans le contexte de l'époque que le Honky Tonk Man. Merci. C'était le plus long règne de champion intercontinental de l'époque. Exactement. C'était un gros nom des fédérations du Sud, c'est ça, notamment de Memphis. De Memphis, du Tennessee, parce que notre bon ami Honky Tonk, c'est le cousin de Jerry Lawler, tous dans la même gueule. Hein. Mais oui. Mais c'est vrai que lui, il l'a battu en quelques secondes. Je sais pas si tu l'as dit. Eh ben, non, je l'ai pas dit, je voulais le dire justement. Mais il le bat en moins d'une minute. Ouais, voilà, c'était pas n'importe quoi. C'est quand même il y a pendant plus d'un an des gens qui ont couru après ce titre sans jamais réussir à mettre le Tonkman par terre. Oui, et ça, même si c'était un gros tricheur, C'était un gros tricheur. C'est un gros tricheur. Lui, il est arrivé,
Et le truc, c'est que dans l'impact médiatique, ce match a été extrêmement mal reçu, sauf par le Pro Wrestling Illustrated. Ah. Parce que comme le Pro Wrestling Illustrated, c'est normalement, je mets des gros guillemets, on en avait déjà parlé un petit peu. Avec gimmick. Ouais, c'est ça, gimmické et qui est faible. C'est un classement qui est faible. Toutes les autres critiques sont négatives. En disant c'est le pire match de l'année, vous gâchez un règne de champion intercontinental alors que le mec, bon, ça reste le honky tonk, mais par contre, perdre en moins d'une minute, vous faites un squash pour casser un règne aussi long. Il y avait eu full critique. Moi, je trouve pas ça débile, hein. Moi, je trouve, et pour une fois, je vais défendre le professionnel. Ouais. Pour moi, c'est pour pusher, dans l'idée de Vince, pour pusher Ultimate Warrior, tu fais ça. Encore une fois, les amis, ce qu'on donne, c'est notre avis. Vous avez le droit de pas être d'accord avec nous. Ouais. Et je sais plus, voilà, oui. Et après, je te propose qu'on fasse la pause. J'avais même entendu que le Honky Tonk Man, quand il avait fait des interviews, des shoots interviews plus tard, il était pas en négatif vis-à-vis de ça, hein. Non, il était fier. Il était content, il était justement. fier, encore une fois, on revient toujours sur Warrior en disant c'est dommage que le mec ait tapé et que ça n'a pas emmené plus loin. Mais il a dit d'être la première marche pour pusher que s'appelle Le futur visage. le successeur d'Hogan. Je m'en fous de me faire défoncer en une minute. Et puis en plus, le mec. Parce que du coup, tu t'en souviens. Le premier titre intercontinental du Warrior, son premier titre à la WWE, alors que le mec savait même pas un an qu'il est là, bah il affronte qui? Le Honky Tonk. Donc du coup, le Honky Tonk, parce que c'est aussi un connard plein d'égo, lui. Donc du coup, le mec, pour lui, c'est un honneur, en fait. Ouais, bah c'est comme je connais Hugh Morris, non, comment Hugh Morris, ouais. pour une seule anecdote, tu vois. Ouais, notre connard. Non. Mais moi, je connais, quand la première fois que j'ai entendu parler d'Hugh Morris, c'est parce que c'est la première victoire de. Voilà, c'est. Bill Goldberg. Hugh Morris, c'est la première victoire la première victoire pour Goldberg. C'est d'avoir porté comme nom Colonel Erection et d'avoir été l'entraîneur le plus fils de la plage de toute l'histoire du performance. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est parce que c'est pour ça, le premier nom de la streak de Goldberg. Il fallait bien que je le dise. Ouais, mais j'avais envie de donner les 3 points de sa carrière. Ah oui, le reste. Je l'ai dit. D'accord. Et c'est pas lui aussi, Bulby, que Sturis fout la gueule de son nom quand il fait l'émission. Non, c'est pas lui, c'est pas Bulby. C'est pas Bulby Cannon. D'accord, j'ai toujours cru. Et de son nom, Bill DeMott. Bill DeMott. Ouais. Que tu affrontes dans un des W2K quand tu commences ta carrière, il me semble. Yes. Alors du coup, on fait la pause et puis on continue. On fait la pause et on continue. Mais très intéressant, moi, ce truc avec le Tonkman, parce que c'est vrai que c'est vraiment le premier gros impact de sa carrière, et je trouve que c'était une super bonne idée. Moi aussi. Donc maintenant qu'il est champion intercontinental, il commence déjà à avoir une place très importante. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Alors durant l'année, en fait, il va continuer sa rivalité face au Honky-Tonk. Ouais. Ça va les amener au Survivor Series, où il va y avoir un gros match Survivor Series, la Team Warrior contre la Team Honky-Tonk. Donc j'ai les participants. Si tu veux. À la bonne époque où c'était des matchs, c'était pas des wargames. Et qui les mettaient pas à SmackDown. Hein? Ah oui, bien vu. J'ai envie de tout casser. Bref, on va en parler. Ouais, non, surtout, puis on va pas parler qu'ils sont en train de violer John Cena. Oh mon dieu. Bon, allez. Avec un salade tomate dans l'oignon. Hein. Dans l'oignon. Je suis tombé, quoi. Bref, on reste sur le Warrior. Donc du coup, je vous cite les participants. Donc du coup, c'est le Warrior, Brutus Barber Beefcake, Jim Brunzell, Sam Houston, je connais pas non plus. Et Blue Blazer, on connaît. Et Blue Blazer, c'est Owena. Wow, classe. Voilà. Et la team de Honky Tonk, donc c'est Honky Tonk, Bad News Brown. Je connais pas. Si, Bad News Brown, si, quand même. Ah, je connais. Ah oui. Ok. Danny Davis, on s'en fout. Greg Valentine, très connu, et Ron Bass. Greg The Hammer Valentine, oui, c'est celui même que il affronte Hogan quelques années plus tard à la WCW pour le titre dans un Nitro, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Greg un blond. Un blond. Oui, ouais. oui. Un blond un peu fort comme ça. Oui, connu. Voilà, donc qui vont gagner, hein, évidemment les Faces ont gagné. Normal. Warrior, oui. Voilà, en fait, le but c'est de continuer de pousser le Warrior et la rivalité va se terminer dans un match en cage pour conserver le titre fin décembre. Mais là, dans des matchs qui sont quand même un petit peu plus longs. Bah, le titre, le 55, il est vachement. Non, le 55, oui. Mais je parle quand il a raffronté le Honky Tonk Man. Ouais, dans le match en cage, bien évidemment, c'est plus long. Donc finalement, tout le monde avait. Je l'ai pas vu, hein, par contre. Tout le monde avait pleuré par rapport au fait qu'il avait gagné le titre en 1 minute, mais la rivalité, elle continue. C'était pas comme si c'était un autre truc. Eh ben, je vais en parler, parce qu'en fin d'année, il y a, le PWI, le Professional Institute vont dire que c'est le catcheur qui a le plus progressé dans l'année. Ouais, je pense. Donc ça, c'est le truc qui est faible. Gros magazine mainstream. Ce que tu disais avant la pause. Et de l'autre côté, le magazine de Metzler, comment s'appelle? Le Wrestling Observer Newsletter, c'est c'est celui avec les étoiles. Celui avec les étoiles, donc c'est le truc d'experts. Eux disent qu'ils le considèrent comme le pire catcheur de l'année. Oui, mais
Encore une fois, parce que c'est pas le même public. C'est ce que j'allais dire. Pro Wrestling Illustrated, c'est ce qui touche les gens mainstream et tout ça. Donc ils vont dire qu'ils progressent parce que le mec gagne des matchs, il est populaire, il est machin. Et les gros fans de catch, les smart comme on dit, ils vont te dire que c'est de la merde le Warrior. Moi tu vois, je serais entre les deux. Ouais. Par rapport aux avis. Ouais. Parce que tu te dis forcément que le mec, déjà t'es obligé de l'avoir vu. Si tu regardes la WWE, t'es obligé de le voir parce qu'on te le mettait à toutes les sauces. Ouais. Bien sûr. Donc du coup, tu peux pas dire que alors le mec, ok, dans le ring, c'était loin d'être une lumière. Mais dire que ce mec-là, c'est le pire catcheur, alors qu'il rapporte du pognon. Encore une fois, ça dépend ton ressenti par rapport au business. Et même, si t'es un pur in-ring, déjà à l'époque, tu aurais la NWA, tu vois, ou tu aurais le Japon, déjà. Et c'est surtout que, encore une fois, quand tu regardes un divertissement sportif pour des familles, tu vois arriver, le héros du comics. T'as lu le comics, tu regardes la télé, putain, ça existe en vrai, quoi. T'as le mec, il est plus balèze que le gars que j'ai dans le comics. Ouais, non, mais c'est ça. Le mec, il prend les Avengers sur une épaule, il les plie en deux, quoi. Ouais, le gars, lui, par contre, il le soulève, le marteau de Thor, tu vois. Il le mange. Non, mais, excusez-moi, j'ai fait tomber la bouteille. Elle était fermée, mais ça y est. Ouais. Mais par contre, je trouve, c'est dommage d'avoir les deux avis totalement, Opposé, autant opposés, alors que je pense que tu peux nuancer dans les deux. nuancer. On arrive en 89, et là, par contre, il va avoir sa deuxième grosse rivalité. Celle-là, elle est hyper intéressante, parce que là, il va affronter un catcheur que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup étudier. Vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voudrais juste te poser une question, excuse-moi, ça m'est arrivé comme ça. Les Road Warriors, Melzer, il est considéré comment? Bonne question, je crois qu'il les mettait vachement haut. Hein. Parce que si tu les mets vachement... Du coup, c'est hypocrite. Voilà, parce que je suis désolé. Et putain, c'est un super point. Vas-y, tape là, en vrai. Je suis désolé. En vrai, tape là. Tous les mecs, il me semble que, ouais, même lui, il disait que c'était une équipe de fous, quoi. Parce que, alors, c'est vrai, hein, quand tu vois le packaging des Warriors, quand tu les vois. Mais quand tu vois le winning des casseurs de tête. Ouais. Mais ce que tu retiens, c'est qu'en fait, c'est des casseurs de tête qui vendent pas. Ah oui, c'est ça. Et dans le winning, ils font pas de dinguerie, quoi. À part leur finish. Ouais, et la close line de Hawk, et c'est tout. Est-ce qu'on n'est pas sur le meilleur nom de finish, par équipe de toute l'histoire du On est sur le meilleur même move finisher par équipe. Ah, il y a le 3D quand même. Moi, j'aime bien le 3D. Ah, je trouve que le Doomsday Device, c'est tellement stiff. Oui. C'est tellement impressionnant. Pour moi, le Doomsday Device, c'est le meilleur finish par équipe. Alors, je suis désolé de t'avoir coupé. Ouais, mais là, c'était vraiment pertinent. Je voulais te la demander. Là, c'était vraiment pertinent. Je voulais te le demander. Je suis désolé. En 89. Donc en 89, il a une très longue rivalité, et ça, elle est hyper intéressante. Donc comme je te disais, c'est un catcheur que j'aimerais réétudier. Oui. Parce que c'est pareil, au niveau du physique, au niveau de ce qu'il dégage, c'est une petite Madeleine de Proust, c'est quelqu'un que j'ai envie de découvrir. Je suis comme un fou là, les gars. C'est Rick Rude. Ah, Ravishing Rick Rude. La classe, putain. Lui, il a la classe. Hein. Surtout à l'époque, déjà la moustache Magnum, cheveux un peu longs. Lui, physique aussi, un peu de culturiste, mais culturiste plus fin. C'est Marc Mero après, hein. Non, c'est pas lui, je confonds. Non, rien à voir. C'est celui qui a fait partie du manager il avait été manager de la DX. C'est l'un des seuls qui a été... DX, c'est NWO. Oui. On disait on parlait d'X-Pac, mais en fait, c'est lui aussi. Eh ben, Rick Rude, quand tu veux. Ouais. Eh ben, écoute, on peut se le faire peut-être saison 7 ou peut-être saison 6 en catcheur intermédiaire. Ouais, comme ça, je l'étudie et non, qu'on en parle parce que... Je suis totalement pour, ouais. Parce que j'adore ce finish, le premier qui fait l'un des plus beaux netbreakers du business, le Ravishing Netbreaker, oui, dansé comme Dolph Ziggler. C'est de toute façon, j'allais dire tous les catcheurs aujourd'hui qui se font un petit peu coquille. Ouais. Coquille, macho coquille, oui. mais qui un monte peu son un but corps, de même, un peu machin. Est-ce que Austin Theory n'est pas par exemple un descendant de Rick Rude? Un Rick Rude moderne, on peut voir ça comme ça. Parce que le mec il s'aime bien, mais c'est ça. Regarder. Ouais, c'est Rick Rude, c'est un des narcissiques. Narcissique, c'est le mot que je cherchais. Un des narcissiques les plus beaux du catch, quoi. On fait la petite anecdote, on en parlera beaucoup dans la vidéo de Jake Roberts, mais il était tellement narcissique, il se voyait tellement beau, et en même temps, il a vraiment beau physique, tu regarderas les images. Mais je vois qui c'est, hein. Voilà, il est vraiment très beau, et il avait dessiné la femme de Jake Roberts sur ses pantalons. Il avait la tête de la femme de Jake Roberts sur son, au niveau sur sa kick. Au niveau de sa kick, ouais. Ouais, pour pas que, ouais. Non, mais Rick Rude, la classe. Moi, y a pas de problème. Moi, j'aime bien tous ces noms comme ça, un petit peu plus old school, là. Voilà. Et du coup, incroyable, parce que ça se faisait pas beaucoup à l'époque, c'est qu'à WrestleMania 5, Rick Rude bat le Warrior pour devenir champion en trichant. Putain. C'est comme ça qu'il perd le titre. Ouais. Attends. C'est plus intéressant. Parce que du coup, là, il le perd parce que Rick Rude est managé par Bobby Heenan. Évidemment. On continue le truc. C'était à l'époque où le booking, il y avait une certaine continuité. Ouais, si t'affrontais les gros heels, il y avait Bobby Heenan qui était là derrière. Donc du coup, il perd le titre, mais au SummerSlam de la même année, il le récupère, le Warrior.
Ok. Donc un changement de titre. Tu vois, un peu de patate chaude, ce qui se faisait vraiment pas beaucoup à l'époque. Surtout quand tu voulais booker, et surtout que souvent, quand à l'époque là tu perdais le titre intercontinental, c'était soit pour t'emmener vers le King of the Ring et ensuite vers le titre par exemple, Ouais. mais c'était Ou rare. directement vers le titre. Et c'était oui, et c'était rare que tu le regagnes derrière. Ouais. Et là, il lui redonne, en fait. Donc, je pense que c'était vraiment pour le consolider et de voir au niveau de son in-ring, peut-être aussi. Et c'était pour bien le pusher, pour montrer que le mec est 2 fois champion intercontinental, quand même. Et puis, Et en plus, c'est un des premiers qui va la custom aussi. ah ouais, il y avait le masque dessus du Warrior. Non, c'est il me semble que le cuir, il est jaune. D'accord. Il est jaune ou blanc. Je sais plus. Il change. Je sais que lui, il a changé. Ce qui va bien avec sa truc. Ouais, voilà. Et puis ça a permis peut-être aussi de mettre Rick Rude plus haut aussi, non? Bah, Rick Rude, c'est encore une fois, quand j'étudierai, on en parlera, mais lui aussi, c'est un peu un destin qui, je comprends pas que le mec a pas été plus haut. Ok. Donc il faudra quand même étudier, quoi. Très intéressant. Et c'est post ça, donc il est champion intercontinental de nouveau, où il va commencer à affronter André. Alors André c'était Gérard. beaucoup en chaud. Beaucoup au show, ils vont s'affronter énormément. Et en fait, le but, c'est que André mette over le Warrior. Donc ça veut dire que le but, c'est de faire des squash. Un André sur la fin. Un André sur la fin, mais c'est quand même ouf parce que André, c'est l'une des plus grandes stars de l'histoire du catch. Hein. Ouais, oui, non, là, la je plus suis grande ouvert au attraction. débat. La plus grande attraction. Et c'est quand même le mec qui est considéré comme invincible, même s'il a perdu contre Hogan, tu vois, mais il a pratiquement pas perdu de match dans le mainstream, on va dire. Et en fait, je suis tombé sur un Hogan André au Japon. ouais, c'est génial. C'est un truc de fou. C'est hein. génial. Ça a rien à voir. Hein. C'est génial. C'est Ça a génial. rien à voir. 81, je crois. Ouais, c'est génial. C'est un truc de fou. C'est- Allez le voir, les amis. Hein. Mais de toute façon, allez voir du Hogan au Là, il Japon. me semble que ça a été mis dans le Discord par Manolo. Hein. Ouais, oui, c'est génial. Tu vois. Et en fait, le but, c'est, on avait déjà donné l'anecdote, on va pas le redire, où justement, le but, c'était de squasher André, qui en avait marre, qui avait accepté de pusher ce mec-là, mais que, en fait, le Warrior était trop stiff avec Le lui. Warrior, il allait comme un dingue. Ouais. Assez lui disait tous les jours, Tu me on fais l'avait mal. dit il y a pas très Ouais, longtemps, c'est ça, donc c'est pour c'est ça ça, qu'on tu va me la fais- faire très vite. Voilà, tu me fais mal. Tu me fais mal, arrête avec la close line, arrête doucement avec la close line, et à un moment, André en a eu marre, il a mis le point. Il a mis le point, et l'autre, il s'est encastré la gueule dans son gros point. Voilà, Et en et fait, après- le lendemain, c'était une plume. Voilà. Mais putain, t'imagines quand même. Que André accepte de se faire squasher tous les soirs par le Warrior. Ça prouve vraiment que Jim McMahon, c'était le successeur d'Hogan as fuck, à tel point qu'il a fait que même si André était McMahon, les amis. Hein. voilà, mais que André aussi accepte alors qu'il l'aimait pas, comme beaucoup au niveau du machin, mais que pour le business, il s'est dit oui, le mec là, on est obligé de le mettre en top. Après, je pense qu'André aussi se savait. Oui, mais André il refusait des jobs. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, André, c'était lui le boss. Hein. Et ah oui, j'aime bien cette anecdote. C'est tout le monde appelait André boss, mais il appelait tout le monde boss. C'était rigolo. Ouais. Par contre, je suis prêt. Le jour où on la fera l'émission sur André, je suis pressé. Hein. Ouais, lui, il mérite Il aussi. y a beaucoup. Bah, Obligé. Il y a, On est obligé. il y a beaucoup de choses à dire sur lui quand même. Entre le chauvinisme, le fait des Français, et surtout parce que c'est. Alors, là, il est dans le top des plus grandes stars de l'histoire, quoi. Sauf que, alors je le dis les amis, je suis sur tout doucement l'écriture d'un livre à propos du catch. On peut être chaud, je sais qu'on est un peu chauvin avec les Français, mais on est quand même aussi un petit peu les Français à l'origine aujourd'hui du catch professionnel, Bien sûr. dans les années 1800 et quelques. Ouais. Donc finalement André c'est Juste au retour des choses. ouais, alors là bien dit. Voilà. Donc du coup, on va reparler un peu du One, du Wrestling Observer, de Dave Meltzer. Justement, ces matchs sont considérés comme les pires matchs de tous les temps. Mais c'était des matchs télévisés ou pas? Il y en avait certains, oui. Ouais, Voilà. ok. Mais en même temps, Mais c'était même pas des matchs. c'est des squash, c'est juste pour le pusher. Moi j'ai envie de dire c'est des gros. En fait, j'ai envie de dire que tous les matchs face à André, tu les alignes l'un à côté de l'autre. En fait, c'est un gros angle. Ouais, où ça fait l'entrée de Roman Reigns. Non, mais, ok. Mais là, je parlais pas en durée. Oui. Je parlais dans, je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le Oui, but. je vois, de je ça, vois. c'est de construire le Warrior en fait. Donc le but c'est pas que ce soit des matchs. C'est que le Warrior, à chaque match face à André, les gens dans la tendance, ils se disent oh putain, le mec il a squatché André. Ouais, bah oui, c'est ça. En Et fait, puis, c'est juste c'est pour tout. mettre Pour l'image moi, dans la tête. Pour moi, c'est des gros angles. C'est un seul gros angle Bah, de c'est plusieurs pour petits c'est matchs. pour le monter Ouais. vers le on Ouais. top. Et malgré tout, le Wrestling Observer, à l'époque, il disait que le gars était pas un bon catcheur, mais par contre, il lui donnait les prix des catcheurs plus charismatiques, des trucs comme ça. Heureusement. Et l'un des meilleurs babyface de l'époque. C'était l'un des mecs les plus applaudis. Hein. Non mais voilà, c'est là où tu vois, je suis content de faire cette émission. Parce que si on l'avait pas fait,
Eh ben, moi, je saurais pas tout ça. Ouais, on se rend Et pas je me compte. rappellerai finalement de toutes les choses que j'ai entendues sur lui. Là, au moins, je peux dire, grâce à toi, j'apprends. On va arriver sur un énorme point. Peut-être l'un des plus gros. Le plus gros pour lui, je pense. Hein. Bah, je pense que c'est Hogan ou Macho Man. Hogan, Macho Man, c'est après? c'est après. Oh, ok. Donc on arrive dès le mois de juillet 90. Ok. Janvier. Dès le mois de janvier 90. Il entre en rivalité avec le Hulk Hogan et c'est lui qui va l'éliminer du Royal Rumble. Chaud, là, quand même, à cette époque. Pardon, que Hogan élimine Le Warrior. le Warrior du Royal Rumble. Ok. Voilà. Donc déjà, c'est un truc, c'est qu'Hogan s'en prend à l'autre gros babyface qui est champion intercontinental. Et là, du coup, il rentre en rivalité. À l'époque, le Rumble ne donnait pas un match title shot. Hein. Ok. Rien à voir. C'était un match pour ça. C'était un match exhibition. Ouais, exhibition. Pour ça que, par exemple, le premier vainqueur, c'est pas important, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, on va builder ce match pour WrestleMania 6. Là, en plus, il sort des États-Unis au Canada. On est à Toronto. Maison de Hogan, non? Oui, c'est une des maisons de Hogan au Canada. Oui, À l'époque déjà? À l'époque Ouais, déjà. ok. Bah, l'anecdote de Edge, hein, il était dans le public. Hein. Ah, c'est celui-là? C'est celui-là. Ah, la classe. Voilà. Donc on est, c'est Skydome de Toronto, si je dis pas de bêtises. Plus de 70 000 personnes. Et l'affiche, c'est champion contre champion. Le champion intercontinental contre le champion du monde. Voilà. Le vainqueur gagne tout. Putain. C'est un premier titre versus titre, winner take all. C'est quand même incroyable. C'est main event. Pour l'époque, on s'en rend pas compte. Ouais, c'est huge. C'est huge. Ce match, vas-y. Du coup, ouais, ce match, sur papier, quand on voit le in-ring des deux. Ouais, c'est un dude. C'est un dud. C'est un dud. Normalement, c'est... Franchement, c'est un bon match. Ouais. Et En plus, c'est long. C'est long, et pour les deux, là, c'est pour, si on prend on va dire, l'univers des catcheurs la WWE de l'époque, si on prend en étoile, c'est limité à 5 étoiles, en fait. Pour la WWE de l'époque, c'est 5 étoiles. Ouais, parce qu'en fait, c'est improbable qu'il fasse un truc aussi bon. Ah oui, question. Oui. C'est face-face? C'est face-face. Putain, Ce qui est rare, hein. Je suis juste en train de regarder la durée du match. Tu m'excuses? Ouais, vas-y. Je veux juste voir. Mais c'est quand même un truc de fou de te dire ça, quoi. Et, bah, le temps que Thomas, il cherche la durée du match. 22 minutes 51. Ouais, c'est long, hein. Pour un match WWE de l'époque, surtout entre deux powerhouse poids lourds, c'est vachement long, hein. Et ça permet au Warrior de gagner son premier titre et son seul, on peut le dire, titre WWF. De champion du monde. De champion du monde. Et Donc, j'ai vu qu'après, Hogan qui accepte de se coucher. Bon, je l'avais dit, j'en fais l'anecdote, c'est après le compte de 3, il se dégage instantanément. Parce que bien sûr, c'est Hogan, hein. il va pas se coucher et vendre, hein, pour mais c'est pour quand même vous dire que, parce que il continuera, Hogan, à être en haut jusqu'à WrestleMania 9 ou 10. Bah, ça, 9, 10, il est pas là. Avec Yokozuna, puis après il se barre dans l'année. Ouais, c'est ça. Et quand même, tu te dis qu'au milieu de... Après, normalement, si le Warrior, il avait pas tous ces problèmes, et c'est pas comme ça qu'on parlera en fin de vidéo. Bah, même là, on pourra vraiment parler un petit peu là. On peut en parler, c'est que le mec, en fait, il a un melon incommensurable, qu'il est impossible à bosser, et qu'il casse les couilles au backstage au niveau de la finance. Et puis je crois qu'aussi, tu peux jamais être sûr que s'il est là ou pas. Ouais, en plus c'est ça. C'est nos choses, je sais pas trop, mais... je crois qu'il en faisait pas trop à l'époque, mais par contre, oui, il était pas safe, en fait, il était pas sécure. Et ils ont fait, moi, je trouve, personnellement, l'un des meilleurs trucs qu'ils font quand quand deux catcheurs s'affrontent pour tout prendre. Ouais. Tu sais, quand tu gagnes, quand t'es le plus petit titre des deux. Je sais pas si tu le rends vacant. Putain, quelle idée. Ouais, ça c'est une vraie bonne idée, j'allais le dire. Ça c'est vraiment... Vas-y alors. Ouais, non, mais tu l'as dit. Ah, mais tu tu contexteras peut-être. Ouais. Ouais, non. C'est-à-dire que quand Warrior gagne le titre champion du monde, il met le titre intercontinental vacant. Et ça, c'est super. Ouais, c'est super parce qu'en fait, il a eu le titre mondial, le deuxième titre, il est plus obligé de le défendre en fait. C'est pas qu'il le dévalorise, c'est qu'il a eu le titre au-dessus. Mais oui, non mais voilà, donc il devrait être fait encore aujourd'hui. Du coup, il libère la compétition. Ah oui. Voilà. Donc moi, oui, à part quand t'as une gimmick comme Mercedes Moné, on avait déjà parlé qu'il y a 15 titres, mais il y a 15 titres de 15 fédérations différentes. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas la même fédération. Ouais, pas les fédérations différentes. Dans la même fédération, quand ils font de la réunification de titres pour pas créer un nouveau titre à la place. Ouais, voilà. Mais oui. Voilà, quand le mec vient avec les deux ceintures pendant 10 piges, ça me casse les couilles. Ou quand par exemple, quand Triple H... Il décide d'après, lui, il les a tous supprimés. Qui prend le gratin. Ouais, qui prend tout le gratin? C'est Hunter. Non, ça, tu vois, mais là, par contre, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi aussi, c'est une très bonne idée. Évidemment, le match est nommé match de l'année par le PWI. Ce qui est normal. Ce qui est normal, ouais. En termes d'overness, ça doit être la folie. En termes de l'argent, de ce que les gens, c'est un match que les gens voulaient voir. Quand même, c'est les deux super-héros qui s'affrontent, quoi. C'est Batman contre Superman, hein.
Et un face face à face, C'est rare. c'est très rare, surtout à cette époque. C'est rare. Et en plus, du coup, quoi qu'il arrive, tu savais que les gens ils allaient partir contents. Oui, parce que soit Hogan gardait le titre et les gens étaient contents, soit le Warrior. Voilà. Ouais. Voilà. Mais comme on a dit, c'est dommage qu'en fait le Warrior derrière, il n'était pas safe du tout et qu'il était complètement con parce que T'as déjà des trucs sur ça, comme quoi il était complètement con, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Non, ouais, on en parlera vite fait après quand Il il partira. Mais du coup, c'est forcément t'as envie que le mec soit on top. Si tu le fais battre Hogan, là, c'était vraiment dans la tête de McMahon, c'était le remplaçant d'Hogan. De toute façon, mais même Parce que pour faire le truc, c'est qu'Hogan perd à ce WrestleMania là, il gagne WrestleMania 7, il gagne WrestleMania 8 et il gagne c'est WrestleMania ce 9. que je disais tout à l'heure. Il en perd pas un derrière, hein. Mais si il n'y avait pas eu tous les problèmes du Warrior, C'était Warrior à sa place, je pense. Ouais. Voilà, Hogan, il venait faire des coucous, c'était le tonton, il signait des autographes, mais il était, on va dire à peu près comme André après sa défaite contre Hogan. Tu vois, je pense que ce serait un peu dans ce sens-là, tu vois. et finalement, on en revient à la même chose, où, excusez-moi les amis, je suis vraiment désolé, où Vince, qui a toujours eu du mal à créer des autres stars, tu sais, quand il a essoré toutes ses stars, il a toujours du mal à en créer d'autres. Là, pour une fois, il s'y est pris en avance, et c'est la superstar qu'il a. Mais il a pas créé, pris la bonne, oui, parce qu'il a pas pris Il la a pris la bonne personne. Voilà, physiquement, mais mentalement, c'était pas du tout la bonne Moi, personne. j'aurais pris Macho Man. Mais bon. On revient sur la carrière un peu classique, du coup. Ouais. Donc du coup, donc, comme on a dit, il rend le titre vacant Intercontinental. Il va quand même défendre son titre avec succès face à Ted DiBiase au Japon. Ah, bien. Lors d'une tournée japonaise, donc c'est quand même cool. Je suis sûr qu'en plus, On lui met un gros nom. je suis sûr que le match doit pas être dégueulasse face à Ted DiBiase. Ça doit être divertissant en tout cas. Ouais, voilà, Parce que Ted DiBiase est un peu sur la fin quand même, mine de rien. Ouais. Sur la fin, il commence un peu à décliner. Oui. Voilà. Il va reprendre sa rivalité contre Rick Rude, parce que vu que c'est un de ses grands rivales, et ça donne un match que vous devez aller voir. Au Japon encore ou non, là? Non. On est à SummerSlam. Allez, Après WrestleMania. après La même SummerSlam, année. voilà, il va défendre son titre, poids lourd, contre Rick Rude, dans un match en cage. Celui-là, je vous le conseille, je l'ai vu. C'est un bon match. C'est un bon match. Encore une fois, merci Rick Rude. Oui, non, mais d'accord. Mais en attendant, Dans les gros rendez-vous, le Warrior, il se plante pas trop, hein. c'est jusque là maintenant. Parce que, encore une fois, tu vois, je te dis que c'est grâce à cet adversaire et c'est vrai. Et que c'est un mauvais catcheur, ce qui est vrai. Mais, le mec tient quand même la cadence. Il faut quand même saluer que quand il a un bon catcheur en face qui lui fait lead le match, il fait ce qu'il faut. Il se foire pas. Tu vois, il pourrait être complètement nul parce que, pourtant c'est quelqu'un que j'adore et j'en parle très souvent comme une de mes Madeleines de Proust. Sid, à part quand c'est Shawn Michaels ou Bret Hart, le reste c'est compliqué. Tu vois, c'est par exemple, je vous l'avais déjà dit, je crois que c'est le premier In Your House. Là par contre, Kevin Nash contre Sid, n'allez pas le voir. Ouais, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Mais là, je suis content parce que vraiment, on entre guillemets, on réhabilite le Warrior, le catcheur. Ouais, Entre guillemets. c'est quand même cool, tu vois. Non, mais c'est intéressant. Voilà. Et moi, là, je trouve qu'en termes d'anecdotes et de la façon dont on explique les choses, j'aime beaucoup l'émission, comment ça se passe. Je pense que moi, j'apprends beaucoup de choses, mais les gens qui vont nous écouter, qui feront le plaisir de nous écouter, j'espère aussi qu'on leur fera découvrir des choses. Ouais, bien sûr. Tu vois, parce que c'est intéressant. Mais du coup, il a vraiment une grosse année parce qu'il y avait des trucs que je me souvenais plus trop, là, que je suis en train de relire mes notes. Parce qu'on en a parlé un peu dans la vidéo. Ça pète quand même. Parce que, après SummerSlam, il va avoir une rivalité, entre guillemets, par équipe, du genre du 3 contre 3. Contre Demolition au complet, où Crush était avec eux. Ouais. Donc, Axe Smash et Ouais. Crush. Ouais, Donc vraiment, la grosse team Démolition à 3. Ça va être qui ses partenaires? vas-y. Legion of Doom. Pouah Ultimate Warrior Legion of Doom, mon dieu, hein. La vache, la cargaison de stéroïdes qui devait devenir avant le show, mon dieu. Allez, c'est plus une seringue, quoi. Hein. mais par contre, là, c'est pareil. En termes d'overness, Tu fous la Legion of Doom à côté du Warrior, l'entrée là. des frissons. Ah ouais, j'avoue. Non, vraiment. Ouais, j'avoue que ça pète. Parce que un jour, de Ouais. toute façon, émission sur la Legion of Doom. Hein. Bah, le Road Warrior, on est obligé. Hein. Obligé, parce que peut-être une des meilleures musiques aussi de l'histoire du catch. Bah, quand ils sont Road Warrior. Parce Bah, que je le parle de WF, la il avait Road pas. Warrior, hein, pas. Ouais. Black Sabbath. Ouais. Mais Ouais. ça, c'est quand ils sont à la WC, enfin, quand ils sont à. Quand ils sont chez dans le Jim sud. Croc, ouais, dans le quand ils sud. sont dans le sud. Mais de toute façon, en plus, les deux noms claquent. Road Warrior, c'est exceptionnel. Wow, Et Legion of Doom, ok. c'est exceptionnel. Ok, Animal. Ouais. Non, mais leurs deux noms d'équipe. Ah oui, le nom d'équipe. Les deux noms d'équipe sont exceptionnels. Bref, on C'est revient. rigolo parce qu'on en parlait tout à l'heure sans que je le sache. Ouais, voilà. On revient au pay-per-view d'après. C'est Survivor Series. Il fait équipe, là,
Donc du coup, il est avec, comment ça s'appelle? Ils sont avec les Legends of Doom et ils font équipe avec The Texas Tornado. Donc ça, c'est à Van Eric. Ouais, Van Eric, voilà. Donc quand même gros saut. Ils sont que 4 ouais, il me semble que 4. Ok, bon, c'est pas grave. Parce que du coup, c'est Texas Tornado et Demolition. Demolition et Mr. Perfect. Donc oui, c'est 4 contre 4. Demolition, Mr. Perfect d'à côté. Contre Texas Tornado, les Road Warriors, les Legends of Doom et Ultimate Qu'est-ce qu'il fout là, Texas Tornado, il doit se dire, en termes de... Non, mais ils y croyaient, lui, hein. Mais non, mais là, attention, c'était pas une critique, hein. Ils y Parce croyaient. qu'en termes de in-ring, lui, par contre... On parlera de la fameuse anecdote, c'est déjà à l'époque, il a plus de pied, hein. Van Eric? Il a la prothèse, hein. Ah ouais? Il a la moitié du pied coupé, hein. Ah oui, c'est et vrai en qu'il plus, a les mecs gonflé. n'étaient même pas au courant. Parce que Et putain, puis, moi, lui, mais de toute façon, déjà, tu le vois, hein, quand il rentre, quand il fait les Rumble et tout, le Texas Tornado, les gens, ils aiment bien. Ouais, ils aiment bien. Moi, j'aime beaucoup les Van Eric. De toute façon, je Ouais. sais mon amour que j'ai pour eux. Mais se dire, là, par contre, le mec là, à 100%, normalement, il est, en termes de qualité in-ring, dans ce match-là, il est... Bah, il devient champion intercontinental, il voulait le pousser, hein. Mais là, quand je parle du match par équipe. Ah, face aux autres, bah, il y a Mr. Perfect et lui, hein. Ouais, voilà. Ouais, voilà. On parle du in-ring, voilà. Ah ouais, non, mais... Voilà. Putain, et là, tu m'envoies des étoiles, hein. Et là, en plus, au Survivor Series, le Warrior, il fait ce match-là, et il participe au match principal de la soirée. Il fait 2 matchs. Et Le donc, match dans ce principal, match, c'était- il est en équipe avec Hulk Hogan, Tito Santana, et il bat Teddy DiBiase, Rick Rude, Warlord, Hercule et Paul Romain. C'est du 3 contre 5? Il doit y avoir d'autres partenaires, mais je les ai pas notés. C'est pas grave. Voilà. C'est que ça doit pas être trop Important, mais Mais du c'est coup, quand même un truc de du coup, fou. il fait 2 matchs. Il fait deux Survivor Series matchs, en fait. Donc, c'est vraiment, le champion, on veut le mettre devant les gens, hein. Ouais, comment on avait fait avec Hogan? Quand on a fait Hulk Hogan, il faut qu'on le voit. Il faut qu'on termine le show par lui. Et c'est là où il commence sa rivalité, son autre grosse rivalité qu'on adore Ah ouais. face au Macho Man. Parce que c'est là où il commence à se prendre la tête, en fait, excusez-moi, c'est là où il commence à plus ou moins se prendre la tête Partir en avec lui. À partir en couille. Voilà. Donc où le Macho Man, en fait, ils ont un match, il le gagne, le Warrior, et en fait, il lui dit, bah non, maintenant tu t'as plus besoin, t'as perdu, tu retournes au bas de la liste, et en fait, le Macho Man va commencer à le pourrir pour pouvoir essayer de. Et là, avoir le match. c'est pas en backstage, c'est qui est faible. C'est ça. Encore une fois, on revient sur les récompenses. J'aime bien pour le Warrior pour que vous vous rendiez compte. En fait, je fais beaucoup de points sur ça. C'est pour que vous vous rendiez compte, parce qu'on, comme on dit, on en parle qu'en négatif, qu'il faut se rendre compte de la puissance que c'était de l'époque. C'est pour ça que je le dis. Donc du coup, il est récompensé par le Professional City, encore une fois, comme étant le deuxième catcheur de l'année derrière Sting. Parce que Sting est de l'autre côté, et c'est rigolo, en plus, c'est les deux potes. C'est ce que j'allais te dire. C'est cool. C'est un truc de fou. Ouais, c'est parce que Sting de l'autre côté, c'est dans sa année où il se fait coucher par Ric Flair. Et Avec qu'il devient une star. Donc, c'est Sting. Et évidemment, le troisième, c'est Hogan. si vous voulez savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi on dit toujours Non, pardon, Sting, j'ai dit de la merde. vous irez voir. C'est Hogan le catcheur le plus populaire, ensuite Sting et ensuite le Warrior. Enfin, c'est beau quand même. C'est beau quand même. C'est beau quand même. Mais là, pour l'instant, on est d'accord, toujours le titre. Hein. Voilà. Donc, mine de rien, on est quoi 8 mois après WrestleMania, parce que là, tu parles de la fin de l'année 90. Ouais, c'est ça. Il est toujours champion. Ouais, c'est ça. Donc, déjà 8 mois de titre. De Ah oui, règne. ah oui. D'accord, bon, non, mais... Là, il va bientôt le perdre, on va y venir. Je voulais juste, j'ai encore un dernier point. Vas-y. Encore une fois, c'est pour faire le parallèle entre ce que le public mainstream et le truc mis à la télé pensent et ce que les smart et les experts pensent. Oui. Et du coup, encore une fois, le Wrestling Observer, eux, par contre, ils vont être très critiques, encore une fois, en le nommant catcheur plus surestimé, mauvais lors des interviews et le moins apprécié des lecteurs. Des lecteurs qui lisent le Wrestling Observer. Mais ça, c'est normal. Si tu lis le Wrestling Observer, tu t'en bats les Mais couilles, par contre, ils disent toujours qu'il est l'un des catcheurs les plus charismatiques. Oui, bah voilà, c'est normal. Oui, voilà. Donc en fait, encore une fois, sur l'avis d'un expert in-ring, lui, par contre, c'est pas leur cam, le Warrior. Mais c'est normal. T'es en train de regarder Ric Sting. Ouais. C'est sûr que si tu tapes le Warrior de l'autre côté, Ouais. ça pique. Faut te mouiller la nuque. tu Ouais. vois. C'est comme si tu fais une hydrocution après avoir baigné, après avoir bouffé. Mais là, quand c'est pas ta cam, je peux Ouais. comprendre que t'aimes pas. Mais à un moment, putain, le mec, quand même, pour l'instant, en même temps. Tu sais que là, ce que je suis content, c'est qu'on est à 1 heure d'émission, mais ça y est, on n'a pas été à charge. Non, mais On c'était va- le but, c'était le but. On va l'être. On va l'être quand on arrive en fin d'émission. Parce que voilà, on n'est pas en train de défendre l'être humain. On parle vraiment. Du catcheur, de l'Ultimate Warrior. Le problème, c'est que c'est même pas ça. Pas encore.
Pas encore. Pas encore. Je sais même pas à quel moment il le fait. Je veux pas le savoir, de toute façon, il fait partie du cercle fermé. Ouais, c'est ça. Ouais, des mecs qui font faire un repas avec tous ces mecs-là. Ouais, lui, il pourra plus. Mais, Lui, il pourra plus, mais ok. Ouais, on dessinera le Royal Award au moins celui qu'on trouvera le plus con de la soirée. Enfin, je sais déjà qui je le donne. Au mec sur TikTok qui s'amuse à commenter toutes les publications de la WWE. Tu m'excuses, mais un dîner de con, Ryback, il est pas deuxième. Je suis désolé. À un moment, le mec, je suis désolé, mais à un moment, Ryback, moi je pense au dîner de con avec le boomerang. C'est Boomerang, lui. Hein. C'était le premier choix. Il n'y a pas de Black Friday. Non. Désolé les amis, excusez-nous. Il est tard, on rigole, on dit des conneries. Mais ça y est. On arrive Vas-y, à un vas-y. moment ultra important. On est au Royal Rumble, donc début 91. Il va perdre son titre. Ok, Il va dropper le titre au Sergeant Slaughter à cause de Macho Man. d'accord. C'est l'intervention, je te l'avais dit dans la vidéo du Macho Man. C'est en fait, il affronte le Sergeant Slaughter qui était en train d'être poussé en tant que gros Ah oui, il. heel pro-Iran qui, Oui. qui avait trahi les États-Unis pour rejoindre l'Iran. Le sergent Slaughter, il avait failli, il prenait des lettres. Ah bah, il avait eu des menaces de mort. Ouais, ça allait loin. Il a eu des agressions et tout ça. Ouais, bah, Et c'est surtout qu'en plus, le fou... Bah, désolé, on fait l'anecdote là, et après on finit sur le match. pas en Amérique. Mais hein. de base, McMahon lui avait demandé dans une promo, la fameuse promo où il va défier Hogan pour Mania, Ah oui. de brûler le drapeau américain. Et Slaughter, il a dit, mais non, mais il a dit, non, bah, en fait, non, en fait. Non, là, Il dit, je suis je veux mort. bien jouer un personnage, mais en plus, il est hors de question que je brûle mon drapeau, machin. Oui. Il a dit, par contre, j'ai une idée, je vais brûler le t-shirt d'Hulk Hogan Ouais, sur un drapeau. Pour la Hulkmania, ouais. Voilà, pour la Mania. Et donc, du coup, ça faisait le parallèle. Et il a eu quand même des menaces de mort avec sur ça. Hein. Je pense que la seule personne qui a eu des plus grosses menaces de mort, c'est Roddy Piper avec l'hymne mexicain. Ah oui, je pense. Il y a moyen. Roddy Piper un jour. Hein. Ouais. Et du coup, c'est l'intervention. Oui, on sera obligé. L'intervention du Macho King qui va lui faire coûter le match. Et comme j'avais dit, c'est la meilleure fuite d'un heel de tous les temps. Parce qu'en fait, il prend le sceptre du sergent Slaughter et il met un coup dans la gueule du Warrior. Le Slaughter fait le tomber, 1, 2, 3. J'ai jamais vu un mec sprinter aussi vite. Le Macho Man. Ouais, il est exceptionnel. Il fait l'intervention, il se barre, il se carapate. C'est génial. C'est génial. Donc, sergent Slaughter, en fait, c'est. Forcément, comme en fait le Warrior n'acceptait pas le Savage en tant que challenger, il lui coûte le titre et il lui dit non, maintenant c'est toi qui veux m'affronter. Voilà. En Oui. gros, c'est ça. Et du coup, ça permet d'envoyer Slaughter vers le Hogan. héros, vers Hulk Hogan. Et c'est là où, par contre, j'ai pas vraiment pourquoi on décide pas de renvoyer, on décide pas de faire l'Ultimate Warrior contre Slaughter. Est-ce que parce que comme il y a plein de guerres du Golfe, il fallait faire Amérique contre Iran. Faut mettre Hogan. Ouais, je pense que désolé, moi je pense que c'est ça parce qu'en fait Hogan représente bien plus l'Amérique dans son image et dans son esthétique que le Warrior. Peut-être déjà backstage il devait déjà avoir des problèmes, mais on lui donne quand même le deuxième match le plus important de Mania, mine de rien. Mais il faut pas oublier que Parce que le match qu'on va parler, on a déjà beaucoup parlé dans la vidéo Macho Man, c'est un banger. moi je vais juste finir, faut pas juste sur ça, faut pas oublier que la guerre la première guerre du Golfe, Vince McMahon il se pignolait dessus. Tout ce qu'il pouvait utiliser. Non, mais là, en plus, je fais rigoler mon Messiah, mais je suis sérieux. C'est-à-dire que la guerre du Golfe, tout ce qui pouvait promouvoir le USA, Vince McMahon, il le faisait. Et la guerre du Golfe a toujours servi à Vince McMahon pour promouvoir le côté américain. Forcément, tu mets Hulk Hogan. Ouais. Bah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, mais oui. S'il représente bien plus de trucs, le mec, de toute façon, le theme song de WWE, c'est I'm a real American. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi c'était pas lui Mister Américain. Hein. I'm not Mr. American. Non, I'm not Hulk Hogan. I'm not Hulk Hogan, brother. Voilà. Ça part en couille totale. J'espère que vous passez un bon moment parce que mine de rien, malgré la fatigue, je te cache pas, mais c'est vrai que je passe un très bon moment. Ouais, moi aussi, je passe vraiment un bon moment. C'est cool. Alors, est-ce que tu veux parler du match à WrestleMania? On fait la pause ensuite? C'est ça. Allez. On va en parler quand même assez vite. Oui, parce qu'on l'avait fait avec le Macho Man. Donc en fait, c'est que là, comme l'autre il a plus le titre, l'autre Warrior il dit à Savage, maintenant je vais être affronté. Il fait non, t'es plus champion, c'est plus intéressant. Donc du coup ils vont se chercher jusqu'à s'accepter. Mais le moment, le Savage il dit oui, je vais quand même t'affronter. Mais le Warrior il lui dit
Oui, mais celui qui perd, il prend sa retraite. Ouais. Voilà. À WrestleMania, c'est ça alors. Ouais, WrestleMania 7. Et donc, du coup, là, c'est vraiment gros match, comme j'avais dit avec le match Warrior, dans la vidéo sur Macho Man. C'est une stipulation qui était rare à l'époque. Et on pouvait y croire. Donc, les gens étaient vraiment à fond dedans. Surtout que là, Savage, c'est un gros heel quand même. Il vient avec Sherry et tout, il est en Macho King. Oui, il est déjà en guerre. Là, on est quand même dans un truc ultra sérieux et personnel, parce que là, l'autre, le perdant va prendre sa retraite, à tel point que le Warrior fait son entrée sans courir. Donc ça montre. C'est peut-être l'une des rares fois. C'est une des rares fois, donc du coup ça montre vraiment le machin. Le match est génial. Pour le Warrior, le match est vraiment bien. Il est vraiment génialissime entre les triches de Sherry et Savage. Match de l'année, je pense. Dans cette année-là, à la WWF, il y a moyen. Ouais. Ah ouais. Il y a moyen. Et donc du coup c'est un très bon match, et en plus c'est vraiment Savage aussi va se coucher pour le Warrior. Parce que le tombé final, je l'avais dit, il est violent, parce qu'en fait, le Warrior pose juste son pied sur le torse de Macho Man. Ouais. Donc ça prouve qu'il l'a déboîté. Et puis le but, c'était, je sais que Vince avait, on l'a dit dans l'émission sur Macho Man, il voulait Macho Man aux commentaires, il voulait plus Macho Man dans le ring. Non, pas tout de suite. Ah, c'est pas là? Non, là c'était vraiment pour créer la storyline, pour qu'il le remette dans le ring au final. Mais de base, c'était pour refaire un Warrior Savage. Sauf que le Warrior, ça va pas pouvoir se faire. Oui, parce qu'il va dégager dans pas très longtemps. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on va pas parler de l'après-match. L'après-match, c'est la réunification, on le dit tout vite avec fait. Avec Elisabeth et le face turn de Macho Man. Et, excusez-moi. Et là, on n'a pas encore eu le Warrior, et un peu avec Randy Macho, avec Jake Roberts. Ouais. C'est là maintenant où il va. Warrior et Jake Roberts. Ouais. Et oui, c'est parce qu'il va tout splitter. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là, justement, après WrestleMania 7. On coupera après ça. Voilà, c'est ça, j'en parle vite fait. Ouais. On parlera des segments après la pause. Parce que les segments sont un peu rigolos, et on va faire un big up à FHR, parce qu'ils en ont très bien parlé. Ouais, voilà. Donc, du coup, on pourra en parler. Après WrestleMania 7, en fait, il entame une rivalité face à l'Undertaker. Et l'Undertaker, à l'époque, il va être allié avec Jake Roberts. Donc, en fait, ça va faire tout un lien. C'est que, pas tout de suite. Je dis de la merde. C'est qu'en fait, il rentre en rivalité face à Undertaker. Oui, parce que Jake Roberts, il part en rivalité avec... Pas tout de suite. En fait, non, pas tout de suite. Ok. En fait, Jake Roberts, en fait, comme le Warrior, il galère un peu, parce qu'il a le Taker, il est face à un mort qui se relève tout le temps. Et en fait, il cherche un peu quelqu'un qui peut l'aider pour ça. Et en fait, il va s'allier avec, c'est Jake Roberts qui va vouloir le prendre sous son aile. Okay. En tant que mentor. Et donc, en fait, c'est un peu bizarre. Et en fait, ce qui va amener aussi un des gros heel turn en fait, ça va permettre de remettre Jake en tant que heel, parce qu'il était face jusqu'à maintenant. Il avait un gros run de face, Jake, et en fait, ça va lui permettre d'être heel grâce au Warrior, parce qu'en fait, on croit qu'il aide le Warrior. On peut parler des segments maintenant, en fait. T'as des segments, en fait, il lui fait plein c'est ultra kitsch, allez voir. Franchement, c'était très drôle. En fait, les segments sont complètement à l'ouest. Attends, je vais juste recontextualiser un tout petit peu. Pour former le Warrior, il lui fait... Des quêtes initiatiques. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Moi, pour pouvoir battre l'Undertaker. Moi, ça me fait penser un petit peu au truc que t'as, tu sais, quand t'es engagé dans les sororités en Amérique. Ouais, c'est ça. Ouais, ou quand tu deviens franc-maçon, quoi, une connerie comme ça. Ouais, mais bon, oui. Ouais, mais voilà. c'est moins kitsch, je pense, quand tu deviens franc-maçon. Oh, je suis pas sûr. Je sais pas, j'ai jamais été franc-maçon. Moi non plus. Mais c'est un peu l'image que je me fais. Ouais. Moi, j'ai vu un mec, un franc-maçon qui s'est fait interviewer et qui expliquait un petit peu, c'est pour ça que j'ai eu l'idée. Moi, je vois plus l'épisode des Simpsons avec Homer Tout-Puissant. Homer le Grand. Ouais, Homer le Grand, ouais. C'est un peu ça. Et en fait, c'est plein de quêtes un peu à la plein de segments ultra kitsch, genre il enterre le Warrior, il a juste sa tête qui dépasse de la terre avec des serpents, il l'enferme dans une pièce où le style du Warrior, alors franchement, là pour serrer en boîte les amis, vous faites la même, torse nu, short en jean et Santiago, bottes Santiago. Oui. Voilà, la classe. La classe, voilà. Et où il met des coups de pied, il le met dans une pièce entourée de serpents, il met des coups de pied aux serpents. Je crois qu'il se chiait vraiment dessus. Ouais, je crois qu'il se chiait vraiment dessus parce que c'était des vrais serpents. Ouais, il y avait des vrais et des mécaniques, genre. Voilà, et donc du coup, il l'enferme dans un cercueil. Où là, le Warrior, il est un peu... Voilà, et comme il dit Zephyr, il l'appelle Snake Man, c'est Snake Man, montre-moi la voix, Snake Man. Voilà, donc c'était un peu marrant, ce segment, jusqu'à ce que, en fait, Jake Roberts, il était allié à l'Undertaker. Et qu'en fait, il le baise dans un segment où, en fait,
Mais non, tu vas devoir rentrer dans un cercueil ou je sais plus trop quoi, l'autre il fait t'es sûr et tout, et en fait, qu'est-ce qu'il y a dans le cercueil de 2,50 m à côté? Non, bah merde. Il y a le grand rouquin. Il y a le grand rouquin. C'est ça que les mecs se fassent baiser. À chaque fois. À chaque fois. Oh, un cercueil. Un cercueil de 2,50 m. Ah, puis c'est bizarre, il n'y a pas un mec, c'est le fossoyeur dans la team. Voilà. Je sais pas. Voilà, et t'as toujours le mec qui tient l'urde, il me met un coup derrière la nuque, tu vois. Voilà. Et du coup, ça mène à ça mène à un match face au Taker? Il y en a eu plusieurs dans le show, et oui, il y a un match où c'est la première personne qui se dégage du tombstone, le Warrior. Ah, quand même. Mais encore une fois, c'est Warrior, donc c'est trop abusé. C'est pas, il se dégage après un compte de 3. Il se prend un tombstone, il se relève à 50. Voilà, il se prend le tombstone et boum, il se remet debout. Il a fait pareil avec Apédigri. On en parlera. On en parlera. Mais par contre, là, j'ai l'impression quand même que à partir de ce moment-là, à partir de la perte de son titre, il est portrayé vraiment comme un comique. Je le vois plus du tout legit pour être champion. Là, pour l'époque, c'était pas kitsch parce qu'il affronte des gros adversaires, des gros noms. Nous, ça nous paraît kitsch avec nos yeux de maintenant. Mais ces segments-là, pour de la WWF, c'était bateau en vrai. Ok, d'accord. Parce que je te rappelle que c'est peut-être dans cette année-là ou l'année d'avant ou peut-être l'année d'après, il y a Papa Shango qui fait brûler les chaussures. Hein. Donc, c'est vrai. Ouais. Ouais, il y a Kamala avec son manager qui me dégoûte, mais voilà. Je l'avais déjà dit, hein, le manager de Kamala où il est, où c'est un cosplay, de colon avec une blackface quoi. Oui. Voilà, donc, alors du coup, on revient sur lui. Est-ce que on fait la pause et on reprend ensuite? Ouais, on fait la pause. Ouais, c'est ça. On va arriver à son renvoi. Il aura si tu veux, on finit le dernier gros match et ensuite on va arriver à son premier renvoi. Oui. Donc si tu veux, je parle du dernier match. Vas-y. Le dernier match, il va se faire équipe avec Hogan pour battre le sergent Slaughter, le colonel Mustafa et le général Adnam dans un match tag team handicap où c'est Sid qui arbitre. Et ce match-là, c'est une purge. Ouais. C'est littéralement une purge. Et de toute façon, ce qui est important dans ce SummerSlam-là, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est le mariage de match en même. Voilà. Mais ce match-là, c'est chaud. Hein. Ça pique. Ça pique, hein, parce que Slaughter, il est bon. Que s'appelle le général Adnam, il me semble que c'est l'Iron Sheik, mais il est en fin de vie, l'Iron Sheik, au niveau physique. Le général, le colonel Mustafa, c'est catastrophique. Et Warrior Hogan, ils avaient pas envie de bosser, quoi. Oui, ils en ont plus rien à foutre. Voilà. Et Sid, il fait l'arbitre, c'est pas pourquoi. et du coup, on prend la pause. Ou si tu veux, je parle du renvoi. Voilà, vas-y, puis on prend la pause après. Parce que je pense qu'après le renvoi, on attaquera une dernière partie, en fait, parce qu'après, il n'y a plus rien. Il y aura un micro, on peut le dire déjà, il y aura un micro passage à WCW. D'abord WWF, le micro retour WWF. Okay. Un passage WCW. Et après, on parlera des problèmes. Ok. Voilà. Alors, vas-y. Donc, le truc, c'est que suite à ce match, en fait, c'est McMahon, il pète parce que déjà, il lui avait fait du chantage au début du show. Et en fait, à la fin du show, là, je l'ai vu dans Dark Side of the Ring, c'est qu'en fait, l'autre, il est venu, il fait... le Warrior, il est venu. Le Warrior, il avait dit, je dois être payé au même niveau qu'Hogan, au niveau de machin, c'est pas possible, machin. Donc, du coup, il avait poussé à mort et Vince McMahon commençait à déjà plus trop lui faire confiance parce que du coup, il était, comme j'avais dit, il était pas sécure, il était pas fiable. Et en fait, l'autre, il vient, il commence à taxer du pognon. Et l'autre, en fait, McMahon, en fait, il lui dit, fais ton match et on rediscutera. Et en fait, le Warrior était revenu énervé. Genre vraiment limite en agressant le Vince McMahon et en fait il a agressant Vince McMahon agressant verbalement pas physiquement et en fait il lui a pris le contrat, il lui a déchiré devant les yeux. C'est limite ça en fait. Il lui a dit en fait à la fin de SummerSlam, il lui a dit comme tu demandes d'être le catcheur le mieux payé, c'est pas mérité. Chut, dégage. J'ai pas besoin de toi. Parce que c'est vraiment ça, il demandait d'être le catcheur le mieux payé. On est en quelle année? On est en 80. On est dans l'année 91. Hein. Ouais, donc ça doit on n'arrive pas tout doucement au procès des stéroïdes. Aussi. Donc je pense que ça l'arrange de se débarrasser de celui-là. Ouais, on est dans l'époque en fait. Ouais, donc je pense que ça lui permet d'épurer le roster. Il va quand même le rappeler dans l'année alors que. C'est dans l'année qu'il le rappelle? Ah oui, il revient en 92. Moi je pense. Il revient en 92 à tel point que les gens ils pensaient qu'il y a la fameuse théorie du complot où ils disent que c'est pas le même. Ah, je connais pas ça. Ah ouais, t'es pas au courant ça? C'est qu'en fait quand il revient en 92, il a plus du tout il est déjà beaucoup plus mince. Et beaucoup moins abusé qu'il était avant. Mais ça, et en fait, et qu'on l'avait pas vu pendant 6 mois, un truc comme ça. Ça, c'est parce qu'on lui a dit, si tu veux revenir, faut que tu fondes un peu. Possible aussi. Peut-être que lui aussi, c'est peut-être moins entraîné à ce moment-là. Et c'est surtout qu'en fait, les gens, on n'avait pas Internet et tout. Il y avait quelques insiders, mais pas grand monde l'avait.
Et donc du coup, on savait pas comment ça se fait qu'on voyait pas le Warrior pendant aussi longtemps. Ah, les gens étaient pas au courant qu'il s'était fait virer. Bah oui. Et donc Et du moi, coup, en fait, il y a une théorie du complot où il s'est dit, en fait, l'autre, il y a ses muscles qui avaient explosé, et en fait, ils ont dû trouver un remplaçant. Moi, je croyais. C'est vraiment une des Les causes que les muscles gens... ont explosé. Tellement il était trop... Le mec, il était en train de chasser une tornade et après, il a dit, oh, les muscles du Warrior. Ah, mais moi, je croyais qu'il avait qu'un retour à la WWE et c'était celui où il affronte Triple H. Bah non. Bah non, en fait, il a 2 retours. Parce qu'il a un petit retour vite fait en 92 avant de dégager. Et Oui, parce que ça restait. il revient en 96. Et après, il a WCW. Oui, et en 96, c'est un retour d'un match. Ou de plusieurs. Oui, mais c'est une connerie encore. Il refait de la merde. On va en parler. Il refait de la merde. On fait la pause, on reprend pour le premier retour. C'est ça. Allez, vas-y, c'est parti. Alors, ce premier retour, que je ne connaissais pas du tout. Bon, c'est assez court, hein. Oui, c'est assez enfin, court. ce retour du faux Warrior, parce que le premier, il a les muscles ont pété. Qu'est-ce que ça donne? C'est assez court, mais il aura quand même des matchs de championnat, quoi. Donc en fait, il revient après WrestleMania, à WrestleMania 8. Ok. Donc en fait, il revient. Donc il part à SummerSlam et revient à WrestleMania, donc 6 mois après. En fait, il intervient en faveur de Hulk Hogan dans le main event horrible de WrestleMania 8. Ok. Entre Sid et Hogan. Ok, entre oui. Sid Justice et Hogan. Et il se Ça, fait il se fait attaquer par Papa Shango. Ok. Donc du coup, en fait, il va être rivalisé avec Papa Shango. C'est là où il dégueule. Bah oui, c'est là où il lance sa médaille. Bah, c'est exactement ça, Thomas. Putain, bien joué, bien joué. Bah tu vois, tu le savais. Mais alors, je croyais que c'était dans la même continuité, je savais pas que c'était fait virer. Moi, je pensais, je te dis la vérité, je pensais qu'en fait, la dernière image du Warrior à la WWE, la dernière fois où on en parlait, c'est quand, en fait, Macho Man veut retourner dans le ring et qu'on dit le Warrior a donné son accord. Bah oui. Pour que t'ailles affronter Savage. Bah ça, il le c'est fait encore plus tard? Bah non, bah non, c'est entre... Bah voilà. Et ben, je croyais que c'était... C'est entre son licenciement. Oui, et ben moi je croyais qu'en fait... C'est dans ces 6 mois-là. Moi je croyais que c'était la seule fois qu'on en parlait et qu'il revenait plus après. C'est pour ça que je suis surpris de ce retour-là. Qu'il revient à WrestleMania, il revient face à Triple H. Oui, mais je croyais qu'il y avait que ce retour-là. Je savais pas qu'il y avait ce truc de... Ouais, toi tu pensais que Papa Shango c'était avant. Voilà, je croyais que c'était dans la continuité du truc, quoi. Non, donc du coup, il est en rivalité face à Papa Shango qui va lui lancer une malédiction et comme tu dis, ouais, il y a un segment où il vomit dans le ring, quoi. Oui, il dégueule. Oh. Mais on va plus loin. Ce que j'aime bien, c'est que tu me l'as dit de façon naturelle parce que tu le savais. Oui, mais parce que, oui, mais je le savais, mais je croyais que c'était d'avance, je croyais que c'était dans les mêmes... je pensais que c'était moi qui allais donner l'anecdote et que t'allais rigoler, je croyais que c'était dans les mêmes trucs que quand il est avec, le Steak Robert. Enfin, c'est de la merde, ça. Voilà. Et, le SummerSlam d'après, il affronte Savage pour le titre, WWF et il remporte le match par décompte à l'extérieur. Donc c'est le Warrior qui gagne par décompte à l'extérieur, qui ne prend pas le titre. Parce qu'en fait, il y a des interventions de Ric Flair et Mr. Perfect. Qui sont en rivalité toujours avec Savage. Parce que Savage a pris le titre à Ric Flair à WrestleMania. Et comme j'avais dit, c'est le truc génialissime où Savage, il va vendre la jambe pendant 1 an. Ouais. Voilà, la prise en 4, il va la vendre. Tu vois, bah après, c'est Savage. Ouais, c'est Savage. Le mec, il a réussi à te faire un 5 étoiles avec le Warrior. Et on arrive en novembre 92. C'est déjà fini ce retour. Ouais, ça, parce que, contrôle antidopage. Non, tu me dis pas ça. Ah bah si. Non, tu me dis pas. Parce qu'on est en pleine procès des stéroïdes, enquête fédérale. Ah bah c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Voilà, et en fait, lui, tu fais le test des stéroïdes, le truc qu'ils font. Bah de toute façon, le mec déjà quand tu pisses et que c'est violet, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Je veux dire, elle n'a pas besoin de tester. C'est ça, mais de toute façon, ils n'avaient pas besoin de le tester. Ils lui demandent de baisser son slip, il voit les poils chiches, et c'est bon. Hein. C'est totalement une émission qui part en cacahuète. Pois chiche, cacahuète. Et encore une fois, dans le mainstream, pour revenir sur les récompenses, ils disent que c'est le meilleur comeback de l'année. Alors là, autant j'étais d'accord tout à l'heure, autant ce qui a été dit tout à l'heure, j'étais d'accord, autant là, le meilleur comeback, mon cul, ouais. Déjà, c'est pas le même catcher. Oh putain, excuse-moi, je l'ai noté dans mes notes. En 93, parce qu'en fait, il a une semi-retraite de 92, justement, à 96. En 93, James Bryan Elwick fait changer son nom pour devenir Warrior. Voilà. C'est en 93. Non, mais là, de toute façon... Et du coup, durant toute cette période-là, on va passer vite fait, il va ouvrir une école de catch, la Warrior University. Alors, je sais pas ce qu'il apprend. Hein. Voilà, ça ferme très vite ses portes. C'est lui qui a formé Luger, non? Voilà, attends. C'est un échec, ça ferme très vite ses portes parce que selon lui, ses élèves croient qu'ils vont tous faire une grande et belle carrière parce qu'ils recrutent que des footballeurs américains pratiquement. Ouais.
En fait, le mec, il ouvre une école, mais en fait, il croit pas aux élèves qu'il embauche. Donc, tu m'étonnes que ça marche pas. Ah, puis en plus, de toute façon, si tu dois apprendre à catcher, c'est pas l'horaire que tu vas voir, quoi. Et les élèves qui ont voulu participer à cette école, on commence déjà un peu à lâcher du sel, hein. Donc, ils se sont fait interviewer plusieurs fois en parlant de l'école du Warrior. Ils ont dit, l'échec de l'école, c'était à cause de la santé mentale du Warrior. Et ben, de toute façon, ça y est, là, déjà, de toute façon, il est cramé. Là. Ouais, je pense qu'il commence déjà à briller. Bah, de toute façon, déjà, quand ça fait 25 ans que tu te fourres le cul aux stéroïdes, il y a forcément un moment où ça va plus. Hein. Voilà. Et par contre, là, par contre, c'est un truc intelligent pour faire du pognon de sa part. C'est là où ils font la société Ultimate Creation. Comme il s'est renommé Warrior, en fait, il a les droits de son nom. Voilà. Mais je pense qu'on rigole. Mais c'est pour ça, hein. Je pense qu'il s'est appelé Ultimate Warrior pour qu'on puisse plus lui piquer. Je pense que pour que la WWE ne puisse pas lui piquer le nom. Ouais, bah en fait, il s'appelle Warrior. Oui. Voilà, c'est ça, c'est pas. Voilà. En fait, c'est sur la carte d'identité, c'est pas Ultimate Warrior. Quoi. C'est James Bryan Warrior, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est là où, avec cette création-là, il va publier 4 comics où il est le scénariste. Et en fait, c'est le héros du comics. Et ben, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission. Ouais. Puis il y a une chose qu'on n'a pas parlé, mais à pas un moment aussi, il avait une série télé, un truc comme ça, un dessin animé dans les années 80. Ça, c'était avant. C'était des dessins animés WWF, ça. avec une putain de... C'était beau. Hein. Ouais, moi j'aime bien l'esthétique, elle me fait marrer, moi. Oui, l'esthétique éphémère, mais l'animation... Ah ouais, c'est à chier. Tu peux compter, hein. Voilà. Tu peux compter le FPS. Et du coup, 3 ans plus tard, en 96, on arrive à son autre tour qui va être de la merde. Bah, c'est la première connerie que je dis dans une de nos toutes premières émissions. Ouais, voilà. Donc en fait, il va revenir en 96 pour battre. Ah oui, pour défoncer. Pour défoncer un mec qu'on veut pusher, c'est ça qui est bizarre, Hunter Samsley, donc Triple H. J'avais dit une connerie dans une de nos toutes premières émissions, j'avais dit que c'était une punition oui, non, je t'avais dit non, c'était pas du tout, c'était bien avant. Ouais. Et en fait, il le bat en 2 minutes en ne vendant pas du tout un pedigree. C'est ça, en fait, c'est que tu fasses perdre un mec que tu veux pusher, entre guillemets, avec le retour du Warrior, ça me choquerait pas dans la WWE, entre guillemets, c'est quelque chose de possible. Mais que tu le fasses perdre en même pas 2 minutes, et avec un pedigree où le mec se relève net, c'est à chier. C'est ni à faire, ni à faire. Mais comme quoi, c'est con, parce qu'ils sont en train de pusher un jeune, il lui coupe son push en le font affronter un mec qu'il faut revenir, en se disant ça va fonctionner la magie de l'époque. Ça marche pas. Et en plus, derrière, il l'envoie challenger pour le titre intercontinental, tenu par Goldust. Donc, il y a un Goldust Ultimate Warrior. Ça existe, ça. Ça existe. Il y aura 7 Good Friends, Better Enemies. En fin avril. Ouais, et après? Et il gagne le match par décompte à l'extérieur. Donc, il n'est pas encore une fois champion intercontinental. Et du coup, il doit se faire dégager peu de temps après, non? Et derrière, il se fait dégager parce qu'en fait, c'est là où il ne fait pas où il fait que des no-shows, il participe pas au show. Voilà, le problème, et en plus de lui-même, tu vois, c'est pas parce qu'il a un contrat qui fait qu'il participe pas au show. Non, de lui-même, il vient pas au show. Ouais, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, il donne pas d'excuses en plus. Et quand tu lui as demandé à poste ça au moment où on l'a envoyé, il disait que son père venait de mourir. Voilà, c'est un peu comme ça, tu vois. Après, bon, que le père venait de mourir, je peux comprendre. Mais à un moment là, de toute façon, le mec, il est déjà complètement cramé. Ouais, il est déjà complètement cramé. C'est à partir de là que je pense qu'ils vont commencer à builder son DVD, hein, parce que ça, ils en parlent beaucoup. Ou rien que déjà à la télé, après l'avoir renvoyé à ce moment-là, il y a des promos où ils disent que ils acknowledge à la télé comme quoi le mec il est pas professionnel et qu'il vient pas saluer ses fans, parce que le mec en fait met des carottes et en fait ils le disent à la télé. Donc là c'est vraiment ils en avaient ras le cul, hein, parce que pour faire là, ça. parce qu'à Steve Austin ils avaient pas dit. Hein. Ouais, non, ils avaient pas dit, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc. Et en 98, il signe la WCW, parce qu'en fait, Bischoff, en 98, on commence déjà à arriver sous la fin, où il commence à proposer tous les contrats à tous les anciens, évidemment. On avait déjà bien la NWO, bien Full Force, déjà. Et en fait, donc, il l'embauche, il lui propose un contrat, il rentre en rivalité face à Hulk Hogan. Ça, oui, c'était le moment de refaire un Hulk Hogan Warrior. Hein. 200 ans dans le ring. Voilà, NWO. Ouais. Donc là, c'est en pleine époque. Là, je pense que c'est pas le même match que le premier. Voilà, donc en fait, c'est durant un nitro, il vient le défier. Et en plus, c'est que il dépasse le temps alloué. En fait, il est censé arriver défier Hogan pendant 3 minutes, il part pendant 15 minutes. Oui, bah. Voilà, c'est Warrior, quoi. Qu'est-ce qui Par contre, je serais curieux. Faudrait que je retombe sur les images. Je pense que la pop doit être dingue. Ah oui, évidemment. Je pense que la pop, pour les gens revoir Hogan Warrior, je pense que la pop est dingue. En même temps, oui. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que la pop est dingue. Tu peux faire ce que tu veux. C'est que, en fait. À l'époque là, les gens revoir Hogan Warrior,
Ouais, ça devait bien marcher. Mais par contre, bon, après... Il participe à un gros match en septembre au Fall Brawl. Il fait un Wargame. Il gagne un Wargame en fait dans l'équipe Face. Ah, ils le font gagner. Ah oui, un Wargame, pardon. Oui, non, je me confondais avec une. Un vrai Wargame. Ouais. Oui, en fait, il est en équipe avec. Putain, en fait, dans l'équipe, c'est chaud. Hein. Chaud, c'est-à-dire. Parce qu'en fait, du coup, c'est Warrior. Attends, c'est un 3 contre 3. C'est un Wargame 3 contre 3. Il est en équipe. Il y a qu'un bon catcheur dans l'équipe Face. Hein. Il y a qu'un mec qui tient debout en fait. Il y a Warrior, Piper. Piper. Il a 86 ans. Voilà, et Diamond Dallas Page. Ouais, DTP, ouais. Voilà. Et ils battent la NWO Hollywood. Oh putain. Me dis pas qu'il bat tout. Attends. En fait, c'est. Oh, attends. En 98, excuse-moi. C'est un trio Wargame. Donc, c'est 3 équipes. C'est un triple straight par équipe. Voilà. Et déjà, tu vois qu'on part en couille dans le push de Bret Hart. Hein. Écoute bien. La première équipe, donc, Piper, Warrior, DDP. Voilà. Deuxième équipe, NWO Hollywood, Hogan, Bret Hart, Stevie Ray. Stevie Ray, qu'est-ce qu'il fout là? Bret Hart, qu'est-ce qu'il fout là? Voilà. Désolé. Et la NWO Wolfpack, Kevin Nash, Sting, les Sougers, ça se tient debout. Voilà. Donc en fait... Et cette équipe, ça détermine le challenger pour le championnat poids lourd de Goldberg. Alors comment tu choisis après? Les Rousseau n'étaient pas là. Hein. Là par contre, je n'étais même pas au courant de ce moment-là, moi. Et donc, c'est le seul Sting Warrior, VS Warrior qui existe mainstream. Mainstream, ouais, il me semble, ouais. Ouais. Bah. Voilà. Et c'est peut-être une des seules fois où Bret Hart il est dans un même match où il y a Hogan. Ah ouais? Bah oui, vu qu'il n'a jamais voulu l'affronter. Ah ouais. Ouais, c'est bon, ils s'affrontent pas là, ils sont dans la même team. Mais je l'ai jamais vu celui-là. Alors Netty, si tu l'as vu, dis-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Et tant qu'on parle de Netty, claquez votre Netty Boost. Exactement. Et le 12 octobre avec Sting, il bat. Bah du coup, ils se mettent en équipe avec Sting. Mais en équipe, il l'avait déjà été. Voilà. Et moi, je te parle. Il bat Hogan et Hart par disqualification à Inavoc. Hogan et Hart. Ouais, en équipe. Bah oui, un truc de fou. Ouais, parce qu'en fait, Hogan, Hart, je suis pas NWO. Finalement, j'y suis. Finalement, je suis pas. Finalement, je deviens leader. Mais très bien utilisé, Bret Hart, pour son émission. Voilà. Et là, c'est durant un Nitro, je crois ça. Et en fait, à All in Inavoc, Hogan remporte son match face à son rival grâce à une intervention de toute la NWO et il se venge à WrestleMania 6. Et c'est terminé pour le War. Et je sais que il y a une petite anecdote de con, c'est notre bon Brutus dans sa 22e gimmick. Il est le disciple dans la NWO, donc le disciple de Hogan. Oui. Et en fait, il trahit Hogan pour devenir le disciple du Warrior. Oui. Voilà, c'est ça. C'est à chier. Ah oui, c'est durant cette année, 98 en fait. Et on sait pourquoi il se fait virer? Je pense que... Toujours pareil. Ne pas faire les house shows, demande plus de pognon, casse les couilles, j'en sais rien. Il a un melon... Il a un melon de ouf, on a déjà Hogan à gérer, on va pas en gérer deux. C'est bizarre quand même qu'avec l'intelligence de la WCW, ils lui ont pas donné le contrôle créatif à lui aussi. T'imagines la boucherie? Je pense, il y a des pay-per-views, ils seraient encore tous en discussion maintenant. Voilà. Et là, on va arriver dans le gros point qui fait mal. Et ensuite, on va aussi un peu cracher sur la WWE de ce qu'ils ont fait par rapport à lui. Ouais, alors, par contre, il a jamais été ailleurs? TNA ou tout ça, non? Non. Ok. Parce que les autres fédérations avaient pas assez de pognon, hein. Oui, bah, je pense que... Tu sais, si on prend le... On t'entend quand tu joues avec le truc, mais ça y a... Ah, pardon. Tu sais qu'on enregistre. Ça devient dur, ça devient dur. Allez, je te propose qu'on conclue tranquillement. Mais on va vers la conclusion. Je vais dire un truc, je vais faire la petite anecdote par rapport à ça. C'est dans les jeux vidéo comme TEW, tu sais, les catcheurs, les jeux de catch où t'es booker, quand tu essaies de recruter un mec dans ta fédération et qui te dit non, vous êtes trop petit pour moi. Je pense vraiment que s'il y a des mecs qui tentaient de recruter Warrior, c'était leur donner pas l'heure en fait. Ouais. Oui, comme au foot, quand t'es un tout petit club et que t'essaies de choper une star, quoi. On répond même pas, ouais. Donc, du coup, on va tracer tout. Je vais aller point par point. J'ai une anecdote qui va beaucoup te faire rire. Je vais teaser à Thomas en off. Non, je pense que ça va le faire rire. Mais dans les années 2000, c'est là où, en fait, le Warrior, il commence vraiment à devenir un influenceur, de haine. Désolé de le dire, en fait. C'est un influenceur avant les influenceurs? Ah ouais, les influenceurs, mais un très mauvais influenceur. En fait, il commence à faire des conférences dans les universités américaines et il massacre les LGBT et les gens de couleur.
Ouais. Vraiment, donc des propos affreux. En plus, vraiment en faisant payer des conférences. Donc Ouais, c'est ça le pire. En fait, ce qui fait mal, c'est de se dire qu'il a été payé, quoi, pour faire ça. Non seulement il y a les paroles, mais en plus tu dis le gars il prend du pognon pour faire ça. Ouais, excuse-moi, il va quand même revenir dans la ligne une fois. Je l'ai noté. Je m'en souvenais pas, mais je l'ai lu quand j'ai étudié, quoi. Je savais pas du tout. On va en parler. Donc du coup, en fait, il dit des phrases immondes. C'est vraiment catastrophique, quoi. Donc il se fait connaître en plus par rapport à ça. Donc du coup, ça joue. En 2005, c'est là où la WWE sort le fameux DVD qu'on n'arrête pas de parler de Self-Destruction of Ultimate Warrior. Déjà, rien que le nom du DVD, t'as compris. Hein. Voilà. Par contre, le seul truc, comme j'ai dit, de positif dans le DVD, c'est que malgré tout, qui lui chie dessus, ils disent que c'est quand même une grande star. Forcément, ils l'ont poussé pour qu'il le soit. Et le seul mot positif, vraiment positif, c'est Christian qui le donne à la fin. Qui dit que l'aura du Warrior ou quelque chose comme ça, non? Ouais, c'est exactement ça. J'ai plus le mot exact, mais c'est un peu dans l'idée. L'aura du Warrior ne mourra jamais. Mais après, c'est pareil. C'est que là, on en revient toujours à la même chose. Il y a le Warrior et le catcheur. Et l'être humain, pardon. Et l'être humain. Voilà. Le Warrior, c'est ce qu'on a fait. Quand on a parlé du Warrior, on n'a pas parlé de l'être humain. Voilà. Le truc, le retour du catch, c'est en 2008. En fait, il va participer à une fédération de catch italienne, la New Wrestling, où il va faire un spectacle à Barcelone pour gagner le titre de cette petite fédération. Un spectacle à Barcelone. À Barcelone. Ok. Fédération italienne qui fait un spectacle à Barcelone. Okay. Voilà. Donc du coup, en gagnant le titre poids lourd de la fédération, en battant un autre catcheur un peu oublié, Orlando Jordan. Oh. Donc ils avaient quand même mis le pognon, la fédération italienne. Et bon, ils ont eu des bons catcheurs durant toutes les années. 50 ans, il avait à l'époque. Voilà. Et c'est pour remporter son premier match en 10 ans. Parce qu'on l'avait pas vu depuis 10 ans. Depuis 98. Bah oui, voilà, c'est ça. Et la petite anecdote que je vais te dire, donc là, c'est aussi en 2008, son ex-femme, Shari Tari, qui s'appelait Dana Warrior, dans le jeu public, quoi, elle a déclaré, alors je sais pas si ce bouquin est sorti. Si vous avez l'anecdote, dites-le moi, parce que, offre-le moi, tiens. De travailler sur un livre qu'elle voulait intituler Behind the Paint, donc derrière la peinture. Ouais. My Life with the Wrestling Ultimate Warrior, dans lequel elle accuse son mari d'avoir mené une double vie durant tant d'années et d'être homosexuel. D'où je fais des conférences où j'insulte les LGBT parce que je suis quelqu'un de frustré qui n'est pas capable de s'accepter, donc je vais les massacrer alors que je le suis. Donc Eric Cartman, pour te faire le truc. Voilà. Donc c'est dégueulasse. Ouais, mais ça explique peut-être pourquoi justement il a autant craché sur la communauté LGBT. Oui. Et ça explique l'huile mis avant d'affronter Hogan. Vraiment, ça me dégoûte. Et en 2012, il a déjà été contacté pour rentrer au Hall of Fame par Vince McMahon, là, directement par Vince McMahon, parce qu'on sait que quand il fait son retour, c'est Triple H qui a mené les discussions. Ça a été reconnu. En 2012, il demande et il lui a dit clairement qu'il refusait d'y entrer parce qu'il... Qui demande? Vince demande à Warrior d'introniser au Hall of Fame. Et en fait, il lui répond comme quoi il n'avait pas besoin de cela pour obtenir le respect qu'il doit. Il n'y a plus de respect, là. Vu tout ce qu'il a fait, là, durant même sans faire... Alors là, si t'enlèves... Le côté polémique, le mec, de toute façon, son dernier truc mainstream, ça date de 90. Hein. Bah oui. Ça y est, les gens s'en souviennent moins. Oui, ils s'en souviennent plus. Et même, encore une fois, les catcheurs, des fois, ils sont un peu marrants à cracher dans la soupe. J'ai envie de te dire, le seul qui peut se permettre de faire ça, c'était Hogan, parce qu'il avait dépassé le cadre de sa propre fédération. Il était plus grand que la WWE. Voilà, il était plus grand que la fédération qui l'avait embauché. Il commence à être fatigué, bon, voilà, c'est normal, moi aussi, voilà. Je comprends tout à fait. Alors que le Warrior, respect du doigt de quoi? T'as été une star grâce à qui? Grâce à Vince. Donc au bout d'un moment... Et à Hogan qui a accepté de se coucher. Voilà, donc au bout d'un moment, les phrases comme ça, je trouve que c'est très mal placé envers les catcheurs. Savage qui a accepté de te donner le meilleur match de ta carrière. Ouais, voilà. Et de Rick Rude de t'avoir donné probablement ta meilleure rivalité. Ouais. Voilà, c'est... Encore une fois, tu te permets alors que c'est pas correct en fait. Et il ouvre en juillet, il ouvre son université. Oh putain. La Warrior University, un site internet. Une université sur internet où il propose ses conseils de coach de vie. Je cligne les yeux, si vous pouvez pas le voir. Là, ça doit être un truc quand même violent, là. Ouais, voilà. Donc, les gens qui payent ça. Et c'est, par contre, en 2013, grâce à Touquet,
ils le mettent dans le jeu, donc encore très souvent grâce à 2K, ça leur permet d'avoir des liens avec les catcheurs. Et c'est, comme j'ai dit, c'est Triple H qui entame les discussions pour le faire rentrer. Et comme ça s'appelle, pardon, j'arrive pas à trouver mes mots. Ça a été très compliqué. Pour qu'il aille au Hall of Fame. Pour qu'il accepte. Et je pense qu'en fait, de toute façon, on va en parler de sa mort qui est trop chelou en fait. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Donc du coup, en fait, il accepte enfin de revenir pour faire les DVD et tout ça. Ou là, c'est plus des DVD à charge. Non, là c'est vraiment, il commence à en parler un peu positif, il se réhabilite, il vient faire son discours Hall of Fame, qui est un bon discours, ouais. Hall of Fame, et le lendemain, ils le font apparaître à Raw. Ouais. Il met le masque pour mettre comme sa peinture, il fait un sacré discours qui est très, est-ce que tu veux que je cite le discours, la phrase en traduit, ouais. Vas-y. La phrase, t'es obligé. La phrase est très belle, à mine de rien. Personne dans la WWE ne devient une légende par lui-même. En fait, c'est un message comparé à lui où il est là, humble. C'est ça qui est ouf, en fait. Parce que peut-être aussi, il se savait, est-ce qu'il se savait pas condamné? J'en sais rien, ouais. Et qu'il a voulu partir sur une bonne note. C'est ça. Donc, le cœur de chaque homme aura un jour son dernier battement. Ses poumons prétendront un jour une dernière respiration. Et si ce que cet homme a fait dans sa vie a fait vibrer d'autres personnes, cela le fait prendre une autre dimension bien plus grande, rendant immortel son essence et son esprit. C'est la dernière phrase qu'il dit en étant un Raw. C'est difficile de lui donner tort. Ben oui, et comme on a dit, ce qui est fou, c'est que le lendemain, et je crois il meurt le soir même. Je crois que le soir même, dans l'hôtel, c'est où dans l'hôtel? C'est le parking ou l'hôtel? Je crois qu'il me semble que c'est sur le parking. Ouais, c'est l'un des deux. Et en fait, l'autopsie dit qu'il est mort d'une crise cardiaque. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Après avoir sorti cette phrase où le mec a été un pourri depuis 15 ans, voire même plus, et qu'il était complètement tapé, il te sort une phrase où en fait il se réhabilite lui-même en faisant enfin une phrase humble dans une promo Warrior. C'est une promo Warrior, hein. Ouais. Voilà. En disant que c'est grâce à lui, que c'est grâce aux autres, s'il a été une légende. Et il parle de respiration, de poumons, d'essence et d'esprit pour mourir, et il meurt le lendemain. Ça restera un truc. Je me souviens que sur les forums, ça s'enflammait, il y avait plein de théories du complot, quoi. Déjà, c'était pas lui. Voilà. Non, mais. Ouais. Oui, voilà, mais que c'était quand même c'est vrai que sans rentrer dans le truc, c'était quand même assez marquant. C'est vrai que c'est assez marquant. Le truc est dingue, quand même. Le truc est dingue. Et ensuite, l'année d'après, ils vont créer, là, on va cracher un peu sur la WWF, et après, on fera la conclusion sur lui, si tu veux. Ouais. C'est là où ils vont commencer à créer le Warrior Award, où, en fait, ils vont décerner ce truc-là à des gens, reconnus de courage, de force, de compassion, et qui incarnent l'esprit d'Ultimate Warrior. Par contre, ça c'est très bullshit, quoi. Ouais, parce que, alors, c'est pareil, je pense qu'on est sur le même cas que par exemple, aujourd'hui, qu'il faut revenir Brock Lesnar. Ouais. Les gens qui regardent la WWE ne sont pas tous au courant des phrases que... Bah, c'est le même principe, hein. Et qu'en fait, ils disaient Warrior, de toute façon, la plupart des gens sont pas au courant qu'il a fait ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et que du coup, ils se disent, on s'en fout, ça passe. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, il faut profiter de l'histoire, qui est quand même incroyable. Non, mais c'est vrai, ce que tu viens de raconter. Bah, là, encore une fois, c'est la WWF dans le texte, il y a un drame qui se passe, on va faire du pognon dessus. On capitalise. Là, c'est quand même un truc de fou quand tu réfléchis. Mais oui, ça c'est ouf. L'histoire est dingue. Surtout quand tu viens de dire la dernière phrase. Ouais. C'est un truc de fou. Moi, je trouvais ça toujours louche. Oui. Voilà. Comme dirait Stury, ça me laisse pantois. Ouais, c'est un peu ça. C'est la pantois de la pantoiserie, tu vois. Voilà. Et du coup, on va faire la conclusion sur Ultimate Warrior, si tu veux bien. Ouais, je suis pour. Voilà, après avoir fait toute cette longue émission, vous avez vu, on a essayé de bien retracer sa carrière, au moins les vrais gros points marquants, on n'a pas tout cité. L'humain a été une grosse partie de sa vie dégueulasse. Le mec, je pense aussi, la consommation de stéroïdes et de machin a fait que son cerveau était grillé. Je pense qu'à la fin, attention, il était grillé, et puis, j'ai envie de dire, tu dis sur une plus grosse partie de sa vie, moi je dirais sur la deuxième partie de sa vie. Sur la deuxième partie de sa vie. Ouais, mais peut-être dans les débuts aussi, mais on s'en fout. La deuxième, la première partie, on n'est pas au courant. Voilà, on va pas parler de ce qu'on connaît pas. La deuxième, on est au courant. Mais sur la première partie de sa vie, sur la partie catcheur, il est moins à foutre à la poubelle que ce qu'on peut dire. Mais exactement, c'est ce que j'allais dire. Par contre, si on parle du catcheur, c'est dommage que justement, le fait que le gars, en fait, il avait pas le mental, et qu'en fait, il avait un ego beaucoup trop démesuré qui a fait qu'il s'est coulé tout seul, en fait. Parce que c'était vraiment prévu pour être le remplaçant d'Hogan et être l'une des plus grandes stars de la WWF.
Donc, vu son passage éclair, il restera quand même dans les yeux de beaucoup, et dans son esthétique, et dans ce qu'il a dégagé, comme une des plus grandes stars, mine de rien. Hein. Parce que ce qu'il a fait en 3 ans, un peu plus. Ouais, un peu plus. Voilà, aller jusqu'à son départ, de 87 en 5 ans. Mais si tu regardes... C'est oufissime. Mais si tu regardes de son premier run de champion intercontinental jusqu'à la perte de son titre mondial, il n'y a pas une fausse note dans le booking quand tu racontes l'histoire. Il y a 0 fausse note dans le booking. Exactement, Thomas. Donc, j'ai envie de dire, je t'ai posé la question au début d'émission, surcoté le Warrior, tu m'as dit non parce qu'il avait des bons adversaires. Maintenant, en t'écoutant parler et en ayant adoré l'émission, parce que je reconnais que là on commence à être tous les 2 mois, ça dure. Là, c'est dur. Et ben moi, tu peux pas me dire qu'il est pas quand même un peu sous-coté dans le ring, un tout petit peu. Que son apport au catch, mais pour moi, c'est pas un peu sous-coté. Pour moi, c'est pas dans le côté in-ring qu'il est sous-coté. Dans le reste. C'est dans dans tout le packaging. Ouais. En fait, dans ce qu'il vendait, dans la réception des fans, dans son charisme, parce qu'il est ultra charismatique, dans son physique, dans son entrée, comme les bons adversaires permettaient de donner des bons matchs, mais lui, dans le in-ring, il n'avait pas besoin de faire grand-chose. Non, mais c'est ça. Mais en fait, tout le reste fait que, encore une fois, en fait, c'est un truc qui s'englobe. Tu vois, c'est complémentaire. En fait, c'est comme les mecs qui vendaient, désolé, on va encore une fois le citer, là, c'est moi, les mecs qui vendaient bien pour Goldberg, pour les squash. Le squash de Raven, avec toute l'équipe, c'est un truc marquant. Oui, bien sûr, parce que le Giant, quand il perd contre Goldberg, c'est marquant. Oui. Voilà. Le gars a pas besoin de faire grand chose. Mais on va le mettre en avant. Edge qui gagne le Money in the Bank sans rien faire parce qu'on lui dit on va te le faire gagner. Oui, voilà. Quand Jericho lui dit t'inquiète pas, t'auras juste à gagner. Oui, c'est ça, après semaine 21. Voilà. Exactement. Et j'ai envie de dire, mais en fait, c'est-à-dire, quand je dis sous-côté, parce que tout à l'heure je dis sur-côté, je me suis trompé quand je dis sous-côté, c'est juste que je suis content parce que t'as dit les 2 prismes. Le PWI. Mais c'est pour ça que j'ai voulu appuyer dessus. Et moi, je considère que peut-être le PWI l'a mis un peu trop haut. Mais pour moi, le Wrestling Observer l'a mis beaucoup trop bas. Mais tu faisant la nuance, un peu trop haut, mais beaucoup trop bas. Oui, je vois. Tu vois ? Ouais, je vois. Ouais. C'était clairement pas le meilleur catcheur du monde, mais ces 4 ans-là, où il a été on top, il a été divertissant, il a eu des rivalités intéressantes. Et surtout qu'il était dans la fédération fait pour ça. Il était encore une fois, comme tu dis, le beaucoup trop bas. Les experts du catch de l'époque, en fait, ils jugeaient ce produit-là alors que c'est pas un produit pour eux. Alors attention, encore une fois, je le redis, c'est notre avis. Enfin, c'est notre avis. Moi, quand je critique la WWE actuelle, c'est parce que le produit n'est plus pour moi. Voilà. Je le critique quand même parce que je suis fan de catch depuis. Non mais depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Depuis plus de 25 ans. Forcément, en fait, c'est un truc que je regarderai toujours, même si le produit ne me plaît plus. Je vais quand même donner mon avis dessus. Oui. Parce qu'on est avec l'ancienneté de fanitude, je sais pas si ça existe. Voilà. On a le droit de donner notre avis. Exactement. Mais par contre, je suis pas hypocrite. Par exemple, sur la WWE actuelle, je me rends bien compte, par exemple, que on n'est plus les cibles. On n'est plus pas la cible. Voilà. On n'est plus les cibles. Mais par contre, avec le Warrior, ce qu'on a dit aujourd'hui, on a fait une émission. Je trouve qu'on a même été relativement gentil avec le Warrior. Le Warrior. Je parle pas de l'Ultimate Warrior. Je parle pas du. Non mais je parle du catcheur, du personnage. C'est difficile quand tu dis Warrior, en fait, c'est la même personne parce que c'est un trou de balle. Je parle, moi, je reste focus sur le catcheur. Parce que c'est ce qui était, pour moi, le plus intéressant de la vidéo, c'est le catcheur. Et on vous l'avait promis d'essayer de retracer sa carrière. Et en fait, c'est assez court. Donc, et c'est notre avis, c'est notre idée. Voilà, ceux qui sont pas d'accord avec nous, ils ont tout à fait le droit de pas être d'accord avec nous. Mais je me dis qu'aujourd'hui, Après, vous avez le droit de pas avoir de goût. Voilà. On vient de perdre 8 abonnés. Bravo. Non, je veux dire, voilà, c'est juste, nous, on donne que notre avis et voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je suis content que tu aies pu faire cette émission avec moi, je suis content d'avoir fait cette émission avec toi et que je trouve que tu as parfaitement fait ce que je voulais. Quand on avait lancé l'idée de l'Ultimate Warrior, on était un poil réticent en se disant, est-ce qu'il y a une matière à faire l'émission? Est-ce qu'il y a une matière positive à de vraiment bien retracer? Et là, au moins, on a vraiment, après on arrête. Tout cadré. On a vraiment tout cadré, je trouve, et on est vraiment fait le gros focus sur ce qui m'intéressait. La carrière en ring. La carrière en ring, les gens qui nous écoutent, qui nous suivent, ils la connaissaient. Ils savaient les polémiques qu'il y avait eu avec lui. Ils savaient ce qu'il y avait. Moi, pour moi, c'est pas le pire. Hein. Pour moi, le pire, c'est le mec qu'on a parlé de la dernière fois dans la ECW.
Ah, New Jack. Pour moi, New Jack, c'est le summum de la sous-mer de voilà. Je suis désolé. Moi, New Jack dans W2K25, je voulais l'acheter 2K25 quand il était à 25 balles. New Jack est dans le DLC, j'ai dit, il est hors de question que je donne 1€ à ces fils de pute qui ont mis New Jack en DLC. Ouais. Clair. Mais au moins, vraiment, je te remercie pour ce que tu as fait sur la carrière in-ring du Warrior. Bah, je t'en prie. Alors les amis, on va se quitter là-dessus parce que la fatigue, elle commence à nous emporter. Ouais, excusez-nous, on commence à Je pense que ça va s'entendre dans les 20 dernières minutes, je suis désolé, mais le plus gros point de l'émission, de toute façon, on l'a fait et je pense bien fait. Mais ça y est, je te remercie. Bah, je te remercie à toi aussi. Il nous reste 3 émissions avant le climax de la saison 6. Sur avec Sting. Voilà, donc je compte sur vous une dernière fois, le commentaire, le j'aime. N'oubliez pas la cloche. Et s'il vous plaît, essayez, s'il vous plaît, faites de nous la première vidéo la plus netty boostée de YouTube. Voilà. S'il vous plaît les amis, franchement ça vous coûte rien. Et nous c'est un truc énorme. Et vraiment, on vous remercie pour le soutien et pour les 500 abonnés. Exactement. Mais ça y est, salut. Salut!